Bon bah bonjour Emmanuel. Salut. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon bah écoutez, ravi de vous avoir tous les deux sur ce CEO Live Talk. Emmanuel, tu viens toi de Chambéry, donc tu as fait le trajet d'ici, donc merci en tout cas Plaisir. d'être venu. Et Vincent, tu viens de plus près, mais tu n'as autant de mérite à te affronter le froid et la pluie. On voulait continuer un petit peu on avait fait une soirée sur le thème Lead Generation avec le CEO Club, et on voulait continuer les conversations dans un mode un petit peu plus feutré et intimiste sur ce thème qui est comment générer des leads pour tout ce qui est dirigeant, entrepreneur, expert métier. Parce que c'est vrai que c'est le centre du business et c'est quelque chose qui est capital pour grossir le business de chacun. Donc, est-ce que, Emmanuel, tu pourrais te présenter rapidement qui tu es, d'où tu viens, quelle est ta spécialité et ton lien avec la lead generation? Yes, moi j'habite dans les montagnes, comme dit. Et du coup, nous on a un groupe d'entreprises et notamment qui est centré au niveau de l'acquisition de leads, et notamment une entreprise qui s'appelle leads.fr. Et moi j'ai fait le choix vraiment de mettre la génération de leads au cœur de mon groupe d'entreprises. C'est vraiment notre expertise et on propose du coup aux entreprises de générer des leads qualifiés. D'accord. Quand tu dis groupe d'entreprises, tu m'as dit que c'était un groupe du coup qui génère à peu près 15 millions d'euros de revenus. C'est ça. Est-ce que tu as quelles sont les différentes verticales dans ton groupe? Nous vraiment on a ce qu'on appelle le poumon de notre groupe, c'est donc du coup notre façon de générer des leads, donc ce qu'on appelle le poumon leads.fr. On génère des leads pour nos entreprises, donc dans le secteur de la formation, finance, immobilier, aussi récemment du coup secteur de la santé. Donc on adresse différents marchés et les marchés qu'on n'adresse pas aussi, on vend des leads. Donc on a vraiment cette expertise de capter des prospects sur Internet. C'est vraiment notre métier, quoi. Et tu as une affinité vraiment sur la publicité sur Meta, tu m'avais dit. Ouais, publicité sur Meta, et notamment on s'adresse principalement aux particuliers, donc sur la partie B2C plutôt. Ok, super. Donc du coup dans la discussion, tu auras une vision très orientée génération de lead côté B2C avec une affinité pour Meta. Plutôt Meta, réseaux sociaux, ouais. On garde ça en tête. Ouais. Du coup Vincent, écoute, tu es un multiple entrepreneur, ce qu'on appelle. Tu as commencé très très jeune à entreprendre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire en quelques mots et ce que tu fais aujourd'hui et ton lien avec la génération de lead? Oui, j'ai pu avoir plusieurs expériences, que ce soit dans le cloud, dans l'électronique aussi, juste avant ce que j'ai. Et là, en ce moment, je suis cofondateur d'une société, d'une agence de data marketing qui s'appelle Quantads et qui est spécialisée dans l'acquisition, mais avec un grand A dans l'idée d'acquisition de bout en bout. Parce qu'entre le moment où on interpelle quelqu'un et le moment où on va le convaincre et le convertir, il y a tout un monde. Et l'idée, c'est avec la data de pouvoir comprendre les différents profils et de pouvoir personnaliser, que ce soit le discours, le tunnel de vente, le marketing automation, en fonction de ses intentions, de qui il est et puis potentiellement de sa maturité. Donc tu utilises la data et l'IA pour aider plutôt les entreprises corporate? Oui, alors pour le coup, nous, sur la partie lead, puis ça va être le sujet de la discussion que l'on va avoir, sur la partie lead, on est beaucoup, nous, B2B, l'acquisition de lead pour principalement des grands comptes. D'accord, très bien. Écoutez, nous avons deux personnes extrêmement qualifiées sur la partie B2C et B2B en tout cas. Donc j'espère que ça va être une super discussion. En tout cas, j'ai hâte. Et on enchaîne tout de suite pour la première question. La question d'abord pour vous, c'est quoi un lead? Est-ce que vous pouvez expliquer dans votre métier, qu'est-ce que c'est quoi un lead? Ce mot anglais là, qu'est-ce que ça cache? Yes, c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, la spécificité de ce milieu-là, et notamment du lead, c'est que c'est pas palpable. C'est pas comme par exemple quand tu achètes un produit où tu peux le palper. C'est une notion assez complexe et moi je le définirais comme une opportunité. Et on appelle ça aussi chez nous des pépites. On imagine ça un peu comme une petite pépite qui arrive et en fait ça devient de la valeur et ça a de la valeur que lorsqu'on la saisit. Et nous on voit ça comme des pépites et comme des opportunités commerciales. Comme les petites pépites dans l'investissement. C'est ça. Tu vas taper le x10. Exactement. Exactement. Il y en a une qui peut faire x10 et il faut l'attraper rapidement et trouver la bonne. Cool. Et toi Vincent, du coup, dans ton business, c'est quoi un lead? Alors un lead, c'est un terme qui est toujours assez compliqué, peut même être un peu galvaudé, et dans le sens où, en fonction des interlocuteurs, on n'a pas la même définition. Donc souvent, on fait très attention de se dire, très bien, pour vous, c'est quoi un lead? Est-ce que c'est un contact? Est-ce que c'est un contact qualifié? Est-ce que c'est une opportunité de vente? Et ça, en fonction du background des interlocuteurs, on n'a pas forcément la même définition. Donc, nous, d'un point de vue plutôt agence, on va essayer de comprendre notre client et qu'est-ce qui définit par un lead. Et en fonction de ça, après, on décompose le lead en plusieurs facettes de celui-ci. D'accord. Et du coup, toi, dans ton business, là, tu fais de la génération de leads pour quoi? Des corporates, des clients, des particuliers? Alors, peut-être nous expliquer un petit peu en détail, même si je connais bien. Mais non, c'est évidemment pour des clients, c'est principalement du B2B.
d'acquisition de leads que l'on fait plutôt pour des institutionnels qui ont parfois des besoins en marché de niche, parce que c'est assez compliqué, tout ce qui est lead et marché de niche. Et c'est là où nous, dans le cadre de Quantaz, on a ce côté, ce vernis data qui permet de pouvoir un peu plus traiter le lead, dans le sens où un lead, il va être intéressant, dans le sens où on l'a capté. Mais après, derrière, il faut savoir le transformer. Et là, la data va nous permettre de pouvoir comprendre quel est ce lead, qu'est-ce qui va l'intéresser et de quelle manière on peut le réintéresser ou le capter dans un tunnel d'achat. Attends, là, on a parlé d'un truc important, on a parlé de data. Oui. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours en fait fait réfléchir dans différents business. C'est en fait à partir du moment, à quel moment un business se dit tiens, j'ai la data, ce data c'est égal à un lead. Tu vois, à quel moment est-ce que c'est une adresse mail dans une base, est-ce que c'est un numéro de téléphone, est-ce que c'est un contact avec une main serrée dans un bistrot. Voilà. Enfin, j'aimerais bien avoir votre opinion pour vous. À partir de quel moment vous dites là, ok, j'ai un lead. C'est quoi l'ADN en fait? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de business, et je te rejoins dans ce que tu disais, c'est que chaque entreprise est unique, donc faut adapter le truc. Mais pour nous, un lead, c'est donc un prospect, donc qui est associé à des coordonnées. Pour nous, il y a 4 coordonnées principales qui sont importantes pour traiter un lead, c'est prénom, nom de famille, email et téléphone. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir ces 4 informations déjà. Des fois, on retrouve des bases de données. Tu peux répéter? Donc, nom Alors, de famille, prénom, nom, email, téléphone. Donc, il y en a 4. 4, ok. Voilà. 4 données principales. Il y a des entreprises qui collectent pas forcément ces données qui peuvent paraître basiques, mais c'est hyper important de les avoir. Parce que c'est ce qui te permet derrière justement de personnaliser, etc. Ça, c'est les 4 informations principales. Et tu peux après rajouter des informations en fonction de chaque business. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu es dans le secteur de l'assurance ou de la mutuelle, ça peut être intéressant de comprendre quelle est la cotisation actuelle que paye ton prospect. C'est une donnée principale. Donc, ces 4 données principales, plus du coup des données pertinentes pour ton business. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est avoir les données de coordonnées sur le lead, premier paramètre. Et deuxième paramètre, c'est avoir une intention qui est liée à ces coordonnées. Ça veut dire que moi, des fois, je rencontre des business qui ont des bases de données de 300 000, 400 000 prospects. Et quand je leur pose la question de leur dire, mais ça correspond à quoi, tous ces prospects, en fait? Elle vaut quoi ta base? Ouais, c'est quoi, en fait, ces prospects? Ah bah c'est des prospects, mais ça vient d'où? Et en fait, on sait pas répondre à cette question. Le contexte du lead est super important. Ah ouais, exactement. Et donc la question à se poser, c'est ça, c'est au-delà de juste de dire j'ai une base de données de temps, c'est quel est mon niveau d'intention qui est lié à ces coordonnées. Et je te donne un exemple. Il y a des business qui peuvent avoir par exemple des bases de données de 500 000 ou 1 million de contacts qui ont beaucoup moins de valeur que dans certains business. Un business qui a genre 500 contacts, mais ces 500 contacts, c'est des gens qui ont déjà engagé avec eux, qui ont déjà discuté, qui ont déjà potentiellement engagé même sur des propositions commerciales, donc ce qu'on appelle des devis. Et donc là, ça a beaucoup plus de poids. Donc très important, voilà, de mixer les informations du lead et quelle est l'intention, niveau d'intention qui est en face de ces coordonnées-là. Par exemple, un truc tout bête, mais je reviens sur l'histoire du numéro de téléphone, c'est super important ce que tu dis, d'avoir la data, mais aussi d'avoir le contexte. Donc, la semaine dernière, j'étais à une soirée d'un gars qui a un podcast qui s'appelle Carlos Diaz, qui a un podcast qui s'appelle Silicon Carnet. Oui. Donc c'est un podcast entre la Silicon Valley et la France. Et il a créé un groupe WhatsApp. Alors je suis pas en train de faire la pub pour lui, mais c'est pour vous montrer un petit peu la logique. Il a créé un groupe WhatsApp payant. Et du coup, en fait, l'avantage, c'est qu'il a à la fois l'intention des gens qui veulent s'informer sur ce qu'il fait et leur numéro de téléphone et leur WhatsApp direct. Donc, c'est vrai que sa base, même si elle est peu large, elle a quand même une certaine valeur, quoi. Bien sûr. Et je rejoins l'importance de l'intention parce que ça permet d'avoir un certain ciblage. D'une part, comme tu disais, c'est-à-dire la personne, elle était intéressée par quoi? Qu'est-ce qui l'a intéressée? Mais aussi l'idée du degré de maturité. Parce qu'un lead, tu peux tout à fait avoir l'idée de se dire, bon, ok, c'est quelqu'un qui a une intention d'achat direct. Mais tu peux avoir aussi quelqu'un qui se renseigne. Quelqu'un, voilà. Et en fait, pouvoir capter ce lead et pouvoir, d'une part, avoir son intention, mais aussi avoir potentiellement une certaine temporalité. Et c'est ce que tu disais très bien en disant entre est-ce qu'on est arrivé jusqu'à, je sais pas, un premier devis, une première vente ou ce genre de choses. Bah, c'est intéressant parce que la manière dont tu vas réactiver ce lead-là, parce que ça coûte de capter un lead, donc après le réactiver, c'est assez important, et ça c'est un coût qui est moindre. Mais le fait de connaître l'intention et potentiellement sa maturité, bah, tu vas pouvoir le retoucher pile poil là où ça a une certaine valeur et importance.
Ok, donc le retargeting pour toi, c'est ce qu'on appelle en fait le retargeting, c'est-à-dire recibler des leads qui sont rentrés dans ton tunnel Oui, à alors un certain moment, quoi. En retargeting, oui, ça peut se faire effectivement en retargeting en se disant voilà, j'ai ma base de données effectivement de leads et puis je peux la communiquer à des régies publicitaires comme Meta et puis derrière ils vont faire des histoires de système de lookalike et faire de la publicité de cette manière-là, pourquoi pas. Mais aussi ce qui est souvent utilisé en tout cas dans le cadre du B2B, souvent par des institutionnels, parce que quand tu vas toucher, tu as une offre qui a quand même un certain coût, que tu as une logique de réflexion, une vente qui est en plusieurs phases. Ce qui va être intéressant, c'est une fois que tu as capté ton lead, c'est derrière peut-être de faire du marketing automation ou de ce qu'on appelle du lead scoring ou de lead nurturing. C'est-à-dire de quelle manière, entre le moment où j'ai capté ce lead-là, ok, j'ai son intention, grâce à tout cela, je vais connaître sa temporalité et après, je vais le mettre en fait dans des boucles d'emails qui peut être en complément de retargeting pour réinterpeller la personne et dire coucou, on est toujours là, est-ce que c'est le moment pour toi de venir nous voir ou es-tu intéressé par d'autres types d'informations? On va en reparler tout à l'heure des stratégies, ce sera intéressant d'avoir chacun quelles sont les stratégies que vous avez mis en place dans vos sociétés. Mais avant ça, je voulais un peu qu'on parle aussi outils. Parce que c'est un truc qui prend la tête de tous les dirigeants et je connais personne qui m'a jamais dit « Ah, chez moi, c'est génial, c'est le paradis, les outils, c'est trop bien, j'adore, il se passe aucun problème. » Non, franchement, les gens à qui je parle, c'est toujours c'est un enfer, quoi. Et le premier enfer qu'on rencontre, c'est comment stocker et comment classer ses leads. Donc, en gros, j'ai, comme tu disais, les 4 éléments du carré, le nom, le prénom, le téléphone, email, plus tout le contexte. Mais comment tu les classes? Il y a tout ce qu'on appelle les CRM, etc. Moi, j'aimerais bien savoir sur qu'est-ce que vous utilisez vous, chez vous, qu'est-ce que vous avez utilisé avant, qu'est-ce que vous avez abandonné et pourquoi, et comment du coup vous vous retrouvez dans vos leads et comment vous les classez. Ah, c'est une super bonne question, ouais. C'est vrai que quand on se lance, on n'a pas forcément de compétences là-dessus, on voit plein d'outils américains, français, etc. Il faut des outils pour générer des leads, des outils, on parlait de nurturing pour faire du nurturing, on a souvent besoin d'un CRM commercial, on a souvent besoin aussi d'un outil de prise de rendez-vous, comme Calendly, Google Agenda, etc. On a besoin d'outils pour engager les leads, et en fait on se retrouve souvent, quand on regarde les entrepreneurs, ils ont 10, 15, des fois 20 outils, qui sont très bons en fait individuellement, mais le problème, le vrai enjeu, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour les regrouper ensemble, avoir une visibilité du coup sur la data globale et savoir, par exemple, ok, j'ai acheté des leads à 2 €, mais quel est mon coût par rendez-vous, quel est mon coût par vente, quel est mon retour sur investissement, quel est mon pourcentage de leads qui transforme en rendez-vous, quel est mon pourcentage de rendez-vous qui signe. Et là, en fait, c'est plus complexe parce que vu qu'on est sur plein de données différentes et plein de plateformes différentes, c'est souvent une prise de tête. Et nous, on a été vraiment face à ce problème-là où en fait, on pouvait avoir par exemple l'impression que certaines campagnes étaient extrêmement rentables de par exemple des coûts par lead super bas. Et en fait, quand on creusait, on se rendait compte que ces campagnes, elles attiraient un volume de leads qui était énorme. Mais par contre, derrière, des leads qui ne transformaient pas forcément. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, il faut avoir déjà un outil. Alors, soit on a un outil centralisé, ça c'est la première option, ou soit on a plusieurs outils, mais on trouve un moyen pour justement les agréer ensemble avec de la data. Donc ça peut passer par des outils no-code comme Make, Zapier, etc. Mais quand même, nous, ce qu'on utilise, on est tombé sur un logiciel qui est vraiment super beau, qui est aux États-Unis, qui s'appelle Go High Level, donc qui est en train vraiment de se développer sur le marché français. Nous, on a aussi du coup retravaillé cet outil avec différentes couches et on a créé d'ailleurs notre propre CRM qui s'appelle le crmlist.fr. C'est pas pour faire de la pub, mais tu me demandes quel est le meilleur outil. Ce podcast n'a pas été sponsorisé par aucune marque. Pas du tout, mais c'est pas le but vraiment. Mais ce que je veux t'amener dans ce truc-là, c'est plus le fait de se dire que pour moi, le meilleur outil, c'est un outil qui arrive à avoir une visibilité de la captation d'un lead jusqu'à sa transformation. Ça veut dire, pour nous, ces 3 étapes, c'est capter le lead. Donc là, ça va être des outils comme les régies publicitaires et les outils de landing page. Après, comment on engage ce lead. Donc là, c'est outils de nurturing, d'emailing, d'entrer en conversation avec le lead. Et après, comment est-ce qu'on a une vue sur la pipeline commerciale. Donc là, plutôt vraiment signature. Et pour moi, le meilleur outil, c'est un outil qui va vraiment centraliser ces 3 étapes pour vraiment avoir de la visibilité claire. Tu crois à l'anneau unique? Enfin, je veux dire, quand je dis l'anneau unique, c'est souvent les gens disent « Ouais, mais il y a un logiciel qui fait tout, etc. » Et je sais que j'aimerais bien avoir ton expérience, et toi aussi Vincent, en termes d'outils pour ceux qui nous écoutent. En fait, quand tu commences à traiter des leads, même si tu en as beaucoup, pas beaucoup, tu fais face à ces outils-là et souvent tu as la tentation de dire je vais trouver l'outil qui va rule them all, quoi, qui va les contrôler. Quoi. Pour répondre à cette question, c'est une très très bonne question. Souvent les outils génériques, c'est des outils qui sont pas forcément très avancés sur chaque aspect. C'est vrai, ça. Par exemple, tu vois, quand tu vois le CRM tout en un, il y a un peu ce truc, ok, il fait tout, mais du coup il fait rien, quoi. Et du coup, il y a un outil que je peux recommander justement, c'est l'outil que l'on utilise, c'est donc comme je disais tout à l'heure Go High Level. En fait, eux, c'est un peu bâtard ce qu'ils ont fait, mais en fait ils ont regardé chaque outil
sur chaque partie du funnel marketing et ils l'ont copié. C'est-à-dire qu'ils ont pris ClickFunnels, ils l'ont copié sur la partie tunnel de vente, ils ont pris Calendly sur la partie prise de rendez-vous, ils l'ont copié sur la partie prise de rendez-vous, ils ont pris Pipedrive, qui est très connu sur l'aspect CRM pour l'aspect closing, ils l'ont mis dans leur outil, et en fait ils ont pris les meilleurs outils qu'ils ont centralisés dans un seul. Et du coup, bon, on peut voir ça un peu en disant c'est du plagiat, parce que clairement ils ont copié-collé, mais par contre ils ont réussi à prendre les meilleures briques à droite à gauche et faire un seul outil centralisé qui aujourd'hui permet d'avoir une visibilité de la captation d'un lead jusqu'à la conversion, et ça c'est hyper intéressant, tu vois. Et il y a quelque chose aussi qui serait, ça j'aimerais bien entendre Vincent là-dessus, c'est d'aujourd'hui, tous les CRM et tous les outils sont basés sur une constante, une espèce de nombre d'or qui est l'email. C'est-à-dire qu'en gros, avant on disait un email égale une personne, et tous les CRM sont construits de la même manière, c'est-à-dire qu'une email égale une entrée, et ça marche comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens, ils ont Telegram, ils ont WhatsApp, ils ont Twitter, ils ont Facebook, ils ont LinkedIn, donc ils se définissent plus vraiment par leur propre email. Toi, Vincent, qui fait pas mal de B2B dans ton business, est-ce que tu continues à avoir ce fonctionnement un petit peu email, ou est-ce que tu vois du coup dans la partie lead generation que tu définis des personas plus par l'email, mais par les interactions qu'ils ont, les différents réseaux auxquels ils sont et toutes les touchpoints qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne? Alors c'est vrai que naturellement l'email, et voire même pour les institutionnels, c'est presque le numéro de téléphone qui est le plus important. Pas celui de la secrétaire. Comment? Pas celui de la secrétaire. Pas celui le numéro de téléphone. Le numéro direct. Ça se fait beaucoup comme ça en contact. Après, ça, on n'a pas trop ce point-là avec des logiques d'institutionnels. Alors, c'est une chance et moins de chance, c'est qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir utiliser plein de nouvelles technologies et plein de nouveaux SaaS dans tous les sens, parce que souvent, ils sont confrontés à deux points, qui est la RGPD. Plus récemment, l'idée aussi de se dire il faut que les données soient traitées sur le sol européen. Donc, on se retrouve confronté à des mécaniques qui vont être un peu plus personnalisées. Alors, on a évidemment des Salesforce, des HubSpot pour certains, mais beaucoup de sociétés vont avoir leur système d'agrégat de data, où ils vont se faire leur propre data lake. Donc derrière, là-dessus, effectivement, l'email est souvent quelque chose qui peut être vu comme un identifiant, mais beaucoup le téléphone aussi, parce qu'en plus le téléphone, il a ce côté très unique pour identifier une personne. Donc ce qui permet, quand tu as plusieurs flux d'acquisition de données, de pouvoir merger un seul et unique lead. Et globalement, c'est beaucoup téléphone, email encore. Ok. Bon, je vous coupe 3 minutes pour vous expliquer un peu la problématique que nous avons tous au sein du CEO Club, et c'est pour ça qu'on a créé ce club business, qui est en fait que on se rend compte au bout d'un moment, quel que soit notre niveau, que tu aies réussi ta boîte, que tu aies des salariés, que tu aies plusieurs pays ou pas, on a tous le même problème, qui est de prendre des décisions stratégiques le plus rapidement possible et de manière la plus efficace possible. Et le seul moyen, en fait, c'est pas les formations, ce ne sont pas les coachings, c'est de rencontrer des personnes, un peu comme ces deux invités ce soir, qui partagent les mêmes problèmes au même moment, dans le même contexte, avec le même mindset. Donc si tu veux prendre des décisions plus éclairées et rejoindre ce groupe de dirigeants d'entrepreneurs à succès que le CEO Club, tu peux nous contacter sur le lien de la vidéo. Très bonne soirée, je te laisse avec le podcast. Alors moi, il y a un sujet qui me trotte dans la tête et j'arrive pas vraiment à résoudre parce que pour moi c'est une énigme. Mais en fait, je pense qu'il y a une logique derrière. C'est que j'ai remarqué une constante et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est que plus c'est difficile d'accéder au réseau d'une personne, plus le message a de la valeur. Je m'explique. L'email, c'est facile. Tu peux envoyer des milliers de mails de manière automatisée. Donc les gens n'y apportent pas beaucoup de valeur, donc les taux d'ouverture sont faibles, les taux de réactivité sont faibles. Par contre, d'avoir le numéro de téléphone envoyé à WhatsApp, c'est extrêmement pénible parce qu'il faut passer par soit l'écrire à la main, soit par un groupe, soit par une liste de diffusion. Enfin, WhatsApp n'est pas du tout en fait adapté pour de l'envoi de messages de masse, mais du coup, quand tu le reçois, tu y apportes de l'importance et du coup, il y a plus d'engagement de la personne qui reçoit le message. Est-ce que tu le vois dans ton business, toi, Emmanuel, et Vincent aussi est-ce que vous prenez cette composante en place en disant j'aurai toujours ce trade-off, cette espèce d'équilibre entre engagement et accessibilité? Complètement, puis on voit même des phases. Typiquement, là en ce moment, peut-être qu'effectivement WhatsApp, c'est un point où on n'a pas encore beaucoup
de contacts commerciaux qui viennent de WhatsApp. Donc, tu vas avoir une attention plus forte. Pardon. En revanche, peut-être que dans 6 mois, 1 an, il y a beaucoup de gens qui vont avoir utilisé cela et ça marchera plus. C'est l'effet LinkedIn qu'on a eu au début où quand tu recevais un message LinkedIn, au début, tu disais, c'est intéressant, qui me contacte. Maintenant, tu les regardes même plus, les messages LinkedIn, tellement on en reçoit automatisé le mail avec l'effet spam, même déjà dans les années 2000. Donc, tu vas avoir des phases comme ça, et l'idée c'est de se dire quelle est la plateforme ou le point de contact où je vais avoir le moins de concurrence. Ouais. Et c'est assez intéressant. Et ça dépend complètement effectivement de l'industrie, de ton client, de la dynamique que tu peux avoir aussi dans ton entreprise. Et après, ça dépend aussi de quel type de client tu gères, parce que je prends l'exemple flagrant qui est Twitter. En fait, sur Twitter, tu as plein de clients potentiels, mais tu ne connais rien sur eux. C'est-à-dire que tu connais pas leur métier, tu connais pas leur parcours, tu as juste leur pseudo. Tu vois un pseudo et tu voilà. sais pas ce que... Donc c'est très difficile. Donc c'est très bien pour des business, par exemple, tout ce qui est le make money, ou quand il y a des influenceurs, notamment sur la partie tout ce qui est nouveaux investissements, etc. Suivez-moi, c'est trop bien, parce que tu n'as pas besoin de savoir ce que les gens font, parce qu'en fait tu es juste là pour les aider à investir et pour qu'ils te suivent dans tes investissements. Mais quand tu vas vendre un produit, par exemple, beaucoup plus complexe, comme par exemple, je sais pas moi, du CRM, par exemple, bah, tu as besoin de savoir à qui tu t'adresses. Est-ce que tu t'adresses au commercial de la boîte, au président de la boîte ou à l'agent de ménage? Et ça, il n'y a que LinkedIn qui te le dit. Donc, aujourd'hui, dans les différents réseaux, est-ce que vous utilisez les réseaux de manière différente selon les produits que vous vendez? Et comment vous gérez un petit peu cette multicanaux qu'on a aujourd'hui? Ouais, bah après, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je te partage 100% ce que tu dis, dans le sens où plus un réseau il est accessible, moins il a de la valeur. Et on l'a vu d'ailleurs quand le SMS marketing est arrivé, il y a de ça à peu près 5-6 ans. Avant, on recevait pas d'SMS d'entreprise. Donc, tout le monde était sur les SMS, etc. Et j'ai lu une étude d'ailleurs de WhatsApp qui disait qu'en fait, WhatsApp, ils se sont positionnés en fait exactement à ce moment-là, où on a commencé tous à recevoir plein d'SMS, justement, de spam, etc., où ils ont proposé une alternative, en fait, justement, aux personnes, en fait, d'avoir un service de messagerie comme le SMS, mais même plus poussé, sans les entreprises, sans le spam. Et à ce moment-là, du coup, tout le monde est parti sur WhatsApp. C'est ce qui a fait, du coup, que ça a fait exploser WhatsApp. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que WhatsApp, ils sont très, très forts. C'est que ils ont un système, pour l'avoir très bien creusé, parce qu'on travaille beaucoup avec WhatsApp, extrêmement bridé pour les entreprises qui veulent entrer en contact avec leurs prospects. Alors, on peut le faire. Et d'ailleurs, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous regardent à se renseigner là-dessus. Mais en fait, il faut faire valider le message que tu envoies par Meta en amont. Il faut respecter un certain taux de réponse. Si t'as pas un taux de réponse du coup assez suffisant d'un point de vue échange, etc., il bloque ton numéro. Donc en fait, il faut vraiment montrer patte blanche. Mais par contre, c'est quand même possible de le faire. Et nous, pour répondre à ta question, on privilégie WhatsApp. En termes de taux d'ouverture, c'est 95%. Là où le SMS c'est descendu à 80%, l'email c'est 3 ou 4%. Tu vois, donc WhatsApp c'est vraiment pour moi le canal à privilégier pour entrer en contact avec des particuliers, d'autant plus que par rapport aux autres réseaux tu peux le faire avec un lead. C'est à dire que si je te donne un lead, prénom, nom, email, téléphone, ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux entrer en contact avec sur WhatsApp, alors que d'un point de vue informatique tu peux pas le faire sur Instagram ou Facebook parce que tu peux pas retrouver la personne. Alors que WhatsApp, du coup, ce qui est intéressant, c'est que le numéro de téléphone, bah, du coup, tu retrouves tout de suite le compte WhatsApp. C'est associé du coup à la personne. Ouais. Donc, pour moi, s'il y a un canal, c'est vraiment WhatsApp sur le particulier. Je vais pareil sur LinkedIn. Sur ce point-là, c'est le réflexe de beaucoup de gens qui disent je suis dans le B2B, je cherche du link, je vais sur LinkedIn. C'est vraiment le réflexe de tout le monde de se dire voilà, je peux sélectionner très juste, je sais pas, en fonction de la personne, le directeur des ventes, le directeur des achats, ou si c'est pour un certain logiciel, de se dire voilà, quel responsable technique, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment la bonne idée. Déjà sur LinkedIn, les coûts sont très élevés parce que justement c'est une offre c'est l'offre et la demande, et beaucoup de gens ont ce réflexe-là de se dire je vends un produit B2B, plateforme LinkedIn, qui fait que ça fait monter les coûts par clic ou les coûts par impression. Et l'autre point, c'est que finalement sur LinkedIn, tu as un taux de réactivité beaucoup sur des gens qui vendent des choses sur LinkedIn, mais des gens qui sont installés dans des entreprises assez institutionnelles. Ils sont pas forcément présents sur LinkedIn. Ils ont un compte LinkedIn, mais ils vont pas être présents sur LinkedIn. Donc la question, c'est de se dire de quelle manière on peut toucher ces gens-là sans les retrouver sur LinkedIn. Alors en plus, il y a un syndrome. Les gens ont du mal à se rendre compte, mais il faut juste se remettre dans la peau des gens. Imagine, tu es dans une entreprise où il y a 300-400 personnes et tu es à un niveau N plus 3. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 2 personnes au-dessus de toi. Est-ce que tu as vraiment envie que sur LinkedIn, tu sois visible
et de recevoir des messages parce que t'as pas envie en fait de faire de l'ombre à ton N+2 ou N+1. Donc ça explique que sur LinkedIn, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parfois, il peut y avoir cette barrière un petit peu hiérarchique où tu peux pas vraiment trop te mettre en avant et trop être actif parce que tout le monde voit ce que tu fais en fait. Voilà, et puis beaucoup de gens sont là pour vendre sur LinkedIn. Des gens qui sont là pour accueillir finalement des nouveaux éléments. Il y en a, mais je veux dire, la cible va être relativement réduite et tout le monde est dessus. Donc c'est compliqué. La question, c'est de se dire comment intelligemment tu peux retrouver les gens qui sont sur LinkedIn. C'est des êtres humains, hein. On n'est pas tous professionnels, on fait que du LinkedIn et puis on n'a pas de vie. C'est-à-dire que derrière, on peut être sur Facebook, on peut être sur Insta, on peut être sur TikTok. Et la question de se dire, est-ce que je peux retrouver sur ces plateformes-là ces mêmes personas que sur LinkedIn? Déjà, je vais les toucher sur du professionnel, là où c'est moins sur du professionnel. Et puis, en même temps, je vais avoir des coûts qui sont beaucoup plus bas, puisque derrière, ces inventaires médias, enfin, ces inventaires de ciblage vont être moins demandés. La grande question, c'est comment on fait. C'est là où il peut y avoir l'aide de la data, où il y a l'aide de la data, qui permet de se dire, OK, au début, tu testes, Meta, mais toutes les régies publicitaires ont quasiment ça maintenant, LinkedIn à part. On se côté, avec l'intelligence artificielle, toi, derrière, tu vas qualifier le lead. C'est-à-dire que tu peux, un Google Pixel ou pareil sur Meta, tu peux suivre la donnée, anonymisée bien sûr, et renvoyer après cette information-là aux régies publicitaires. Donc, typiquement, quand tu fais une campagne de lead generation sur Meta, par exemple, pour prendre celui-ci, derrière, je peux tout à fait avoir des leads. Donc, au début, je vais récupérer des leads. C'est là où ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais récupérer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire tous les gens qui ont été intéressés ou interpellés par ma publicité. C'est un premier ciblage, mais c'est tout. Et en fonction de ça, il y en a qui vont arriver sur le site internet, sur une page d'atterrissage ou sur un formulaire qui vont repartir tout de suite. Puis il y en a d'autres qui vont aller beaucoup plus loin dans le tunnel d'achat, jusqu'à la vente potentiellement, comme tu expliquais tout à l'heure. Et là, cette information-là, tu peux la recommuniquer au moteur d'intelligence artificielle des régies publicitaires. Donc, au moment, il se dit, OK, ça, c'est un lead qui a aucun intérêt. Celui-là, c'est un lead, OK, ils allaient un peu plus loin, il a consulté du contenu sur la page d'atterrissage. Celui-là, il allait jusqu'à la vente. Eh ben, les mécanismes d'intelligence artificielle, de la même manière que l'intelligence artificielle que l'on connaît, mais ça existe finalement pour les GPU depuis longtemps, c'est dire, OK, quel est le profil de cette personne-là d'un point de vue data? Qu'est-ce qu'il aime? Quels sont tous les gens qui sont allés jusqu'à la vente? C'est quoi le point commun? C'est quoi le point commun? Tu le sais même pas, c'est la machine. Je sais même pas, ça peut être des points communs qui sont irrationnels finalement. Là, tous les gens qui aiment le golf finalement, en fait, tu veux créer travaillent un peu sur tel logiciel ou je sais pas quoi. De carte un peu ADN du client typique. C'est ça. Nous, on n'a pas de visu. Ouais, c'est ça. On n'a pas de visu, c'est une boîte noire. Ouais. Exactement. Ouais. L'intelligence artificielle là-dessus, mais ça va permettre de pouvoir te dire au fur et à mesure, donc il te faut, ça dépend des volumes de leads et des coûts publicitaires, mais disons entre 1 mois et 2 mois, la machine, elle va comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est qu'un lead qualifié pour toi, et après ils vont optimiser vers ce type de lead qualifié. Donc c'est-à-dire que t'as pas un nez de ciblage. Ça, c'est valable quand tu as quand même des grands datasets. C'est quand tu commences à avoir des... Non, tu peux commencer déjà à le faire avec des premiers volumes publicitaires. Il faut peut-être dépenser, oui, effectivement, 2-3 000 euros en publicité par mois, mais déjà, à ces niveaux de publicité-là, tu as suffisamment de data pour pouvoir optimiser. C'est juste que moins tu dépenses en publicité par mois, plus tu vas mettre du temps pour que ta qualité de ta donnée soit représentative. Donc peut-être que tu n'optimiseras pas jusqu'à la vente au départ, mais tu optimiseras vers les gens qui ont consulté le plus de contenu sur ta landing page, par exemple. Et puis après, au fur et à mesure, plus tu as de data, plus tu peux pousser finalement la donnée à aller la chercher le plus loin possible. Mais très juste, c'est que si derrière tu as 1 ou 2 achats, ça va pas du tout être représentatif, ça va être des faux positifs et tu peux pas appuyer toute la stratégie sur 1 ou 2 achats. Donc il faut qu'il y ait une représentativité dans la donnée. Alors justement, on va parler stratégie, parce que c'est ce qui intéresse un petit peu les gens qui nous écoutent, c'est quelles sont les stratégies qui marchent et qui cartonnent. Et là, j'aimerais bien vous entendre chacun. Est-ce que vous avez une stratégie que vous avez appliquée dans votre business ou pour un de vos clients qui a juste cartonné au-delà de ce que vous pourriez imaginer, qui vous a surpris? Ouais, alors juste pour, avant de répondre à la question, rebondir sur ce que tu as dit, moi je suis 100% en phase. À l'époque, quand moi j'ai commencé du coup sur le marketing digital, ceux qui réussissaient, c'était ceux qui allaient sélectionner les bonnes audiences sur les plateformes, dire je vais cibler ce mot-clé ou cibler la personne qui a liké telle page, etc. Aujourd'hui, il faut partir du principe que l'IA est plus forte que nous, donc je te rejoins totalement, on lance des campagnes sans ciblage. Et par contre, après, et c'est ce que la recommandation de toutes les plateformes, c'est justement avoir ce niveau de tracking et de remontée d'informations de manière ultra pertinente. Et nous, on a fait avec Meta, notamment aussi via des dispositifs de tests avec eux, financement, etc., des tests avec 2 cellules. Une où on remonte pas justement la donnée des leads qui convertissent.
donc ça veut dire sans optimisation justement des clients, et une où on optimise que pour la génération de leads. Donc sur la partie génération de leads pour les clients, ça veut dire qu'en fait, comme tu disais, on remonte toutes les personnes qui engagent positivement avec l'entreprise, on les remonte du coup au moteur d'intelligence artificielle, et les résultats sont incroyables. C'est-à-dire que tu baisses t'augmentes de 30% tes performances minimum. Hein. Nous on avait fait 40%, mais en moyenne c'est minimum 30% quand tu remontes cette donnée-là. Donc vraiment, je te rejoins. Première chose, c'est mettre en place du coup un tracking ultra performant où vraiment on a une vue, une remontée des datas. Et après, la deuxième façon de faire aussi du ciblage, c'est de le faire par la créa. C'est-à-dire que à l'époque, on le faisait justement par ce côté dire je vais cibler telle personne. Aujourd'hui, c'est par la créa. Ça veut dire qu'en fait, il faut que quand on voit ta créa, tout de suite, ta cible, donc ton avatar cible, si tu parlais de viser par exemple les chefs d'entreprise, s'identifie. Donc nous souvent on le note, hein. Vous êtes chef d'entreprise ou pour les chefs d'entreprise, ou alors imagez quelque chose que le chef d'entreprise vit, où il va pouvoir particulièrement se reconnaître, parce que ça va donner en fait tout simplement à l'algorithme une aide hyper précieuse, parce que toutes les gens qui vont engager avec la publicité, il va comprendre que c'est du coup des leads potentiels. Donc vraiment, tracking et créa, aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, tes deux piliers pour travailler. Alors principalement, moi, je parle sur Meta, parce que c'est notre expertise, mais je sais que c'est aussi valable sur d'autres plateformes, mais tracking et créa, ça c'est vraiment les deux. Quand tu dis créa, pour bien qu'on comprenne, c'est tout ce qui va être contenu créé pour attirer le lead. Donc ça peut être une petite image. En fait, ça veut dire que quand tu crées une campagne, tu as deux choses, c'est deux piliers. Il faut vraiment partir sur un. Tu veux créer une campagne, ok, alors il faut que tu aies un bon tracking, parce que dis-toi que c'est ce qui va faire la performance de ta campagne, et des bonnes créas. Et quand je dis des bonnes créas, c'est des créas qui parlent à ta cible. Des créas qui s'adressent à ta cible, c'est ce qui va faire que ta campagne va être performante. Et une fois que tu as ces deux piliers-là, pour répondre à ta question. Donc, mesure et créa. Alors, c'est plus que mesure, parce qu'il faut. L'intérêt du tracking, il y en a deux en fait. C'est mesurer, donc c'est savoir quels sont les résultats de ta campagne. Sûr, si t'as pas de tracking, tu peux pas savoir. J'ai mis 1000 € dans la machine, combien j'ai eu de leads, combien j'ai eu de rendez-vous, combien j'ai eu de ventes. Donc, premier intérêt, c'est mesurer. Mais le deuxième intérêt que les gens oublient, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, cette data-là, tu vas la remonter à Meta. Tu vas dire, bah, tu vois, sur les 1000 leads que tu m'as envoyés, bah, il y en a 100, c'est devenu des rendez-vous. Et sur ces 100 rendez-vous, il y en a 20, c'est devenu des clients. Et sur ces 20 clients, j'ai encaissé tant. Tu peux lui dire, j'ai encaissé tant de chiffres. Et en fait, lui, il comprend que, en fait, aujourd'hui, les personnes qui ont converti, eh ben, c'est des leads spécifiques. Et donc, il va orienter par la suite son orientation de la campagne vers des personnes susceptibles de convertir, puisqu'il a cette info. Mais tu vois, c'est un peu comme, parce que tu parlais de métaphore tout à l'heure. Oui, en fait, c'est que l'algorithme de la plateforme de réseaux sociaux va choisir de livrer le message. Plus tu lui donnes de dire, voilà, bah, le bon personnage, c'est celui-là, puis elle va axer son action pour livrer le bon paquet au bon client, quoi. Exactement. C'est en fait, tu communiques avec lui. C'est comme si, tu vois, tu roules en voiture et que tu as du brouillard. Bah, en fait, tu peux pas savoir où tu vas. Et là, c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'en fait, la plateforme, si tu lui remontes pas les infos, elle pense qu'un lead, bah, elle a gagné. Elle se dit, bah, génère des leads, c'est bon, je gagne. En fait, non. Faut lui faire comprendre que derrière le lead, c'est uniquement les rendez-vous et les clients qui, toi, t'intéressent, tu vois. En fait, donc, cette remontée de données, elle est hyper importante. Donc, pour répondre à ta question, tracking, c'est pas forcément que de la mesure. C'est aussi mettre en place cette remontée d'informations aux plateformes pour justement orienter les dispositifs d'intelligence artificielle. En fait, la beauté du système, parce que là, c'est ultra important ce que tu viens de dire, et j'avais pas réalisé ça, c'est qu'en fait, quand tu prends une base email, imagine tu as une base email de 100 emails, tu dis, ok, je fais en gros un truc bien bourrin, et après, j'ai affiné moi-même sur quels sont les emails intéressants. Le problème, c'est que tu es limité à tes 100. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est quand tu vas sur un réseau social et que l'algorithme, il a compris que qui est intéressé par quel message, lui, il t'ouvre tout le réseau du réseau social. Donc t'es plus limité à ta base. Exactement. Faut penser que en fait tu le lances en fait tout seul et après tu vas l'orienter. Tu vas dire tu vois bah tiens va un peu plus là, va un peu plus là. Et en fait quand ça fait 2, 3, 6 mois, 12 mois, 18 mois que ta campagne elle tourne avec cette remontée d'informations, bah en fait l'outil il connaît même mieux que toi qui sont potentiellement tes clients. Et c'est ça qui est incroyable. Faut savoir une certaine patience. Quand tu es dans l'acquisition de lead avec ces systèmes-là, c'est que effectivement, tu as une inertie de départ et après, c'est terriblement efficace. Et d'ailleurs, dans la petite histoire, quand tu disais donner un exemple, donc on a travaillé avec un éditeur de logiciels qui voulait toucher notamment des étudiants. En disant voilà les étudiants comme ça ils peuvent passer des formations, ils connaissent le logiciel, puis le fait qu'il y ait plus d'étudiants possible qui connaissent nos logiciels, plus ils vont être sur le marché du travail, plus ils vont demander ce type de logiciel, et puis c'est le cercle vertueux. Un peu comme les banques qui commencent tôt avec les jeunes, tu vois un compte. Ouais, c'est un peu voilà, c'est un peu l'idée. Donc on voulait toucher les étudiants, puis toucher aussi des écoles, des professeurs, en disant voilà il y a des partenariats à faire, vous pouvez potentiellement avoir ce type de logiciel gratuitement, des licences étudiantes. Et puis voilà, là pareil dans la même logique, sauf que là aussi évident comment toucher
des écoles. Alors sur LinkedIn, je pense pas que il n'y a pas suffisamment, en tout cas, de professeurs et de gérants d'écoles, d'ingénieurs qui vont être dessus. Donc là, on s'est posé la question, on les a challengés et on a mis en place ce système-là justement sur Meta. Et l'importance de la créa, ça c'est une des premières fois où on faisait ça, c'est de se dire, bah là, on cible avec la créa, on y est allé à fond. Are you a teacher? Avec quelque chose qui les interpelle. Puis après, tu les amènes vers un formulaire qui permet de les qualifier. Et là, ça a très, très bien fonctionné. C'est vrai que naturellement, il y avait une côté réticence par les équipes potentiellement qui disent on va déjà sur Meta, on va faire de la pub sur Instagram. Déjà, on change un peu de ce qui avait été imaginé. Mais après, derrière, on va qualifier effectivement par la créa et ainsi de suite. Et puis on va voir s'ils sont intéressés de prendre contact avec un conseiller là-bas. Est-ce qu'il y en a qui veulent une démo? Est-ce qu'il y en a qui veulent assister à un webinar? Puis après, tu vas plus loin et ça te permet de savoir aussi leur maturité. Et tu renvoies ces informations à Meta. C'est terriblement efficace. Ok. Et toi, Emmanuel, tu as une histoire, une anecdote peut-être de client ou de... Ouais, bah en fait, c'est... Donc là, on va dire ça, c'était 2 piliers. Bon, c'est ce qu'on peut trouver un peu sur Internet comme réponse. Après, il faut mettre du cerveau dans tout ça. C'est-à-dire, il faut que tu te poses et que tu dises comment moi j'arrive à craquer le code, tu vois, et pas faire comme tout le monde justement si tu veux des résultats qui sortent de l'ordinaire. Et ça, pour moi, ça passe par une stratégie que l'on appelle la stratégie de contournement. Ça, c'est vraiment, si je peux donner un truc dans ce podcast vraiment à retenir, c'est ce truc-là, c'est de se dire que bah tu vois, par exemple, nous on a une boîte où on fait de la vente de formation en anglais, tu vois, pour les gens qui veulent apprendre l'anglais. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, on va mettre une publicité où on dit, bah, apprenez l'anglais en ligne, par exemple, tu vois, ou apprenez l'anglais en ligne en 4 semaines, tu vois. Et en fait, la question, c'est de dire, qu'est-ce qui va faire que les gens vont engager avec ta pub? En fait, apprendre l'anglais, c'est bien, tu vois, ça parle à tout le monde. Mais c'est factuel. Mais c'est, ouais, c'est très bateau. C'est pas émotionnel, etc. Et en fait, nous, tu vois, le lead magnet qu'on utilise, c'est, tester votre niveau d'anglais. Tu vois, faites un test en ligne. Et en gros, bah, c'est vrai que du coup, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on dit finalement, du coup, on va pas attirer des gens qui veulent se former en anglais. Mais par contre, le fait de faire ce système de test d'anglais, bah, c'est ultra ludique, ultra marrant. Et en plus, on l'a brandé, tu vois, un peu en mode, est-ce que vous êtes nul ou pas, tu vois, c'est un peu le truc. Et du coup, les gens, ils engagent sur la pub, ils taguent leurs amis, etc. Et en fait, ce test d'anglais, il fait prendre aussi conscience aux personnes que, en l'occurrence, bah, ils sont mauvais en anglais, par exemple, tu vois. Et c'est ce qui leur donne après envie de typiquement acheter la formation, tu vois. Et donc très intéressant cet exemple. Pourquoi? Parce que déjà ce qu'il faut retenir, c'est que bah tu te différencies parce que ton lead magnet il est complètement différent de ce qu'on peut voir sur les réseaux, et surtout tu t'adaptes à la plateforme. Faut pas oublier que les gens qui sont sur Facebook et Insta, ils sont pas là pour acheter, ils sont là pour se divertir, découvrir du contenu. Et ce côté un peu ludique, test d'anglais en l'occurrence, bah tu vois, ça a hyper bien marché. Donc pour répondre à ta question, il faut se poser la question de qu'est-ce qui pourrait faire en sorte d'attirer des leads potentiels dans mon business. Au-delà juste de faites une demande, faites un devis, prenez rendez-vous. En fait, tu veux pas balancer l'information. Ce que tu veux, c'est toi, à partir du moment où un lead est un lead, c'est que le lead, il a fait une action dans ton sens parce qu'il est attiré par quelque chose que tu lui as donné. C'est pour ça qu'on dit contournement. Ça veut dire que là, il y a ton prospect. Toi, tu veux le faire aller, par exemple, sur un rendez-vous. Bah, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pub, bah, découvrez notre solution, prenez rendez-vous. Donc, ça veut dire une stratégie directe. Nous, ce qu'on fait, c'est la stratégie de contournement. C'est qu'on va mettre en place un lead magnet qui est différent. Donc là, par exemple, tester votre niveau d'anglais. Ça peut être tester votre bien-être au travail. Ça peut être, j'en sais rien, calculer vos revenus potentiels. Donc quelque chose qui est très sexy, où tu vas apporter un résultat immédiat à l'utilisateur. Par exemple, tu vois, nous, ce qu'on se rend compte, ce qui marche bien, c'est quand l'utilisateur a un résultat. Ouais. Ça veut dire tester votre niveau d'anglais, calculer votre gain potentiel. Tu vois, où en fait, il va faire une action et il va avoir un résultat, une sorte de bénéfice direct. Ça marche très bien, tu vois, ce côté instantané. Et en fait, il va faire ce lead magnet. Et ce lead magnet-là, lui, va te permettre d'arriver derrière à ton objectif commercial, en l'occurrence le rendez-vous, par exemple. Donc, on contourne, en fait, si tu veux, dans le message, plutôt qu'une approche directe, mais ça divise par 4, 5, 10 les coûts, en termes de coûts, et en termes d'efficacité, bah, ça marche de ouf. Donc, vraiment, contournement, posez-vous la question de comment je peux contourner le système. Il faut se poser la question, pas je vais vendre mon service, mais plutôt comment j'atteins ma cible. Ouais. Et après, tu pour vendre ton service. Il y a toujours un constat qui est, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai remarqué, c'est plus tu vas apporter de valeur, plus tu vas récupérer de vente. En fait, la vente est une fonction de la confiance. Et en fait, la confiance se crée parce que je t'ai apporté quelque chose. Et notamment, c'est le cas. Pourquoi les gens se mettent dans des réseaux? Pourquoi les gens se mettent dans des clubs? Les gens se mettent dans des cercles? Parce qu'en fait, c'est une espèce de gage de confiance. On dit voilà, une fois que tu as passé la barrière de l'admission, tu rentres dans un cercle avec des gens, et du coup les gens ont beaucoup plus de liberté à se parler vraiment entre eux de leur business et de faire du business entre eux,
Parce qu'ils ont passé cette étape de ok, c'est bon, je te connais, j'ai pas besoin de te renifler et j'ai déjà confiance en toi parce que tu as passé cette barrière-là. Et c'est pareil pour les grandes écoles, pour les MBA. Pourquoi les MBA ça marche? Parce qu'en fait, les boîtes viennent recruter, toutes les grosses boîtes viennent recruter des gens dans les MBA parce qu'ils ont déjà passé cette espèce de sélection. Ils se disent bah voilà, bah du coup il est tamponné donc ça va. Et c'est pareil dans la génération de leads. En fait, un bon moyen de générer des leads, c'est aussi bah, de créer cette confiance, de créer ce cercle de confiance. Et après derrière, ça va beaucoup plus vite. Exactement. Alors, c'est un peu plus complexe à reproduire dans le digital. Ouais. Du coup, parce Donc, que c'est là où il faut justement être créatif. Non, mais c'est super intéressant. Ouais. C'est comment tu fais aussi, bah, quelqu'un qui te connaît pas, il est sur Facebook. Déjà, tu lui demandes de s'engager avec toi, de laisser ses coordonnées. Tu vois, c'est quand même assez intrusif. Et les gens sont pas dupes. Tu vois, ils savent que quand ils laissent leurs coordonnées, bah, c'est qu'ils vont se faire recontacter pour leur vendre un truc. Tu vois, ils le savent, les gens. Donc, ouais, la question à se poser, c'est ça. C'est comment tu arrives à justement sur le digital reproduire ce process de trust, en fait, de confiance. Un exemple très simple, c'est par exemple ceux qui font des soirées, par exemple, des soirées ou des gros événements, d'événementiels. Bah, plutôt que de balancer sur tous les réseaux, voilà, il y a telle soirée, telle date, machin, voilà le lien, inscris-toi. Tu vois passer ça, t'en envoies 10 comme ça, en fait. Donc, t'as pas vraiment envie de réagir. Par contre, si t'envoies un message en disant, il y a une soirée qui est destinée à toi et tous les personnages comme toi à telle date, mais si tu es intéressé, il faut que tu m'envoies un message pour dire oui. Bah, la personne, si elle est pas intéressée, elle fera rien. Ok, c'est pas grave, t'as rien loupé. Et si elle est intéressée, elle va écrire oui. Et donc, forcément, elle aura fait un effort envers l'entreprise. Ouais. Et cet effort, c'est le premier pas dans la porte, en fait. Tu vas avoir un lien émotionnel avec le prospect. Tu mets le doigt sur l'importance d'une chose, c'est la personnalisation. Exactement. C'est de se dire, ok, une fois que j'ai compris mon ciblage, on a parlé de cette manière-là, après, tu comprends son intention. Alors ça, tu le comprends comment? Tu l'as capté, justement par la ligne magnète, puis après tu vas avoir d'autres informations, c'est-à-dire tu vas le ramener quelque part, tu vas lui faire faire je sais pas moi, justement un jeu, la gamification fonctionne bien, ou remplir un certain type de formulaire pour passer un test, tout ce genre de choses, et là tu vas avoir des informations complémentaires sur qui il est par rapport à ce que tu lui as posé comme question, ou par rapport au contenu qu'il a consulté. Et là l'idée, c'est de revenir vers lui, personnalisé par rapport à tout cela. Et c'est la même mécanique quand t'es finalement quand t'es en physique. C'est ça, c'est quand je vais te parler, bah, je vais te parler avec toi, ton entièreté, qui tu es. Dans la gestion de lead, c'est aussi important de revenir vers les personnes en étant le plus personnalisé possible, où la personne se retrouve dedans, et dans ces cas-là, va revenir et se réintéresser ou aller plus loin dans le tunnel de vente, ou ce genre de choses. Quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. C'est ça. Quand tu parles à tout le monde, effectivement. Et puis la personne va moins se sentir touchée finalement et embarquée dans le storytelling et dans l'histoire que tu veux donner après. Alors justement, j'avais une petite anecdote de génération de leads intéressante à vous communiquer. J'aimerais bien avoir votre impression dessus. C'est l'histoire de l'aspirateur Kirby. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu cette histoire. Non. Alors Kirby, c'est dans les années 90. C'était une société d'aspirateurs assez haut de gamme qui du coup a un peu usurpé le ministère de la Santé. Et donc ils sont arrivés chez les gens déguisés un petit peu en officiel en disant on fait une inspection de l'état de l'air chez vous ambiant. Et ils avaient un aspirateur qui était ultra cher, mais qui était ultra performant. Et du coup, en se faisant passer un peu pour les inspecteurs de la qualité de l'air chez les gens, ils ont commencé à aspirer chez eux la poussière, mais à une proportion, si tu veux, que les gens n'avaient jamais vu avec tant d'efficacité. Et les gens se sont dit, mais c'est trop bien, votre aspirateur, c'est quoi? Ah bah, c'est la marque Kirby, etc. Et du coup, ça a créé chez les gens cette espèce de hack mental en disant ah, si l'inspection de l'air utilise ça, c'est que ça va vraiment être très bien. Et c'est comme ça, du coup, qu'ils ont commencé des premières ventes. Ils ont un petit peu hacké cette génération lead. En fait, des gens qui n'avaient pas forcément besoin d'aspirateur se retrouvaient attirés par cette qualité de produit de manière en jouant sur l'autorité et le côté un petit peu contournement, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire comme histoire et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire. Dans le sens où on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est du coup aller un peu plus loin que juste dire je capte un lead pour le vendre un service. C'est comment je peux justement contourner ça. Et moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'ils font prendre conscience du problème. Et ça, c'est la première étape quand tu fais de la génération lead, surtout sur Meta, où là, tu t'adresses un peu à tout le monde. C'est, tu vois, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, avant de vendre une formation en anglais, déjà faire prendre conscience que la personne, elle doit le faire. Qu'elle est nulle en l'occurrence en anglais, par exemple. Et donc, c'est justement ça. Tu vois, dans l'exemple de l'aspirateur, moi, j'imagine la personne qui est là dans l'appartement en disant waouh, en fait, c'est un truc de fou. J'en avais besoin finalement de faire passer cet aspirateur. C'est un peu cette logique-là. Si je vends, pareil, une assurance, la mutuelle par exemple, de se dire mais ah ouais, en fait, je paye super cher du coup. En fait, j'ai fait le test là. Ah ouais, en fait, en effet, par rapport aux gens, par rapport à la moyenne, je suis plus élevé. Donc, c'est comment j'arrive à faire prendre conscience du problème.
Faut vraiment prendre conscience que sur Meta, les gens n'ont pas conscience du problème. Donc on essaye de vendre une solution à quelqu'un qui n'a pas conscience. Donc pour rebondir sur ce que tu dis, moi la première étape, je pense, ce serait de réfléchir comment je peux faire prendre conscience à mon prospect qu'il a un problème à travers un petit test, à travers du coup un jeu ludique ou quoi que ce soit, pour qu'ils se disent ah ouais, en fait il y a peut-être un truc à creuser. Parce que les gens n'ont pas conscience qu'ils ont un problème, surtout sur notamment des plateformes comme les réseaux sociaux. Ouais. Et ce qui est super important aussi, c'est et ça, on le voit surtout dans le B2B, où il y a vraiment des discussions beaucoup plus profondes en termes de commercial, en termes de deep dive dans le problème. C'est le problème derrière le problème, parce que souvent le problème il est facial, et en fait on va pas dans le problème du problème. Par exemple, j'ai un problème, je sais pas investir. Donc, par exemple, tu vends un produit, je sais pas, de lettres d'investissement dans la bourse. Mais le vrai problème des gens, c'est que non, en fait, je veux partir à la retraite dans 50 ans et je ne veux pas compter sur l'État français. C'est ça leur problème. C'est pas je ne sais pas investir. Le problème, il est beaucoup plus profond. Et donc, c'est en parlant à ce moi profond que tu arrives vraiment à débloquer des choses. Toi, Vincent, quand tu vas voir des entreprises et tu as cette espèce de génération lead en fait assez profonde, est-ce que tu arrives à aller dans le problème du problème et comment vous gérez ça avec vos commerciaux? Alors, je vais revenir aussi sur l'histoire de l'aspirateur, parce que j'aimais bien cette idée, parce qu'il y a effectivement d'arriver avec son aspirateur comme ça, et puis il y a deux points qui a effectivement répondre au problème de la personne, donc ce que tu viens d'amener, puis après il y a de se dire ok, maintenant je sais que j'ai besoin de ça potentiellement ou de ce service, mais tu amènes un élément de réassurance en même temps, et c'est là que c'est assez amusant, c'est que non seulement tu fais connaître l'aspirateur, puis en même temps, s'il l'utilise, c'est que c'est forcément un bon aspirateur. Ouais. Donc tu as les deux choses en même temps. Et c'est souvent le truc, c'est qu'il faut répondre effectivement aux problèmes, ou en tout cas aux questionnements que se pose le prospect ou le client, mais en même temps aussi le rassurer en disant que tu es la bonne personne pour y répondre. Et c'est ce combo-là des deux qui est important. Donc nous, de la manière dont on va fonctionner, c'est un peu de la même logique, c'est-à-dire qu'on va avoir ce côté de se dire, en tout cas en acquisition de lead, ok, je t'interpelle, mais maintenant je te convainc. Et c'est cette partie-là, après, de passer de l'interpellation au fait de convaincre, dont il est hyper important d'être le plus personnalisé et proche de lui possible. Et en même temps, de ramener des éléments d'assurance. Ça peut être des avis, ça peut être des éléments comme ça, de dire, voilà, utilisé par telle compagnie, ou en partenariat avec, ou potentiellement des interviews de gens qui l'ont déjà utilisé. Donc après, c'est de se dire, ok, c'est bien de le capter, mais maintenant, il faut savoir le convaincre. Et le convaincre à un certain coût réduit pour entrer dans tes coûts d'acquisition, quoi. D'accord. Alors après, j'avais un autre sujet dont je voulais vous parler. C'est un business un petit peu particulier. C'est tous ces business qui, justement, dont la pub est néfaste pour leur image. Donc par exemple, je te prends des montres de luxe. Alors, c'est pas un bon exemple, mais peut-être... aussi, on va prendre des exemples de montres de luxe, mais ultra premium. Forcément, t'as pas envie de balancer à tout le monde sur Facebook achète ma montre, parce que ça va dévaloriser un petit peu ta marque. Donc comment font ces business qui sont des business un petit peu haut de gamme, qui veulent garder ce côté un petit peu inaccessible, et donc de pas faire cette pub de masse qui les rend accessibles, pour générer des leads et derrière se construire leur image de marque et attirer des clients? Ouais, alors c'est marrant parce que moi quand tu parlais de business qui voulaient pas montrer leur image, je pensais plutôt à des business un peu qui vendent des services où t'as un peu honte, comme par exemple, tu vois, j'avais vu une boîte qui faisait de la pub, c'était trop intelligent, c'est sur les pompes funèbres, tu vois. Faire de la pub pour des gens qui vont mourir, tu vois, c'est quand même délicat, tu vois, c'est pas un truc sur lequel tu vas être forcément à l'aise. Pour moi, il y a les deux, il y a quand t'es sur du luxe, etc. Moi, je reste quand même persuadé que la force, c'est pas que la pub marche pas, c'est quand même ton brand, tu vois. Genre, tu vois pas de pub sur Facebook pour Rolex, tu vois pas de pub sur Facebook sur ce genre de marque, parce qu'en fait, pour moi, ils ont réussi à construire un brand qui est au-delà, pour moi, de la publicité en ligne, tu vois. Donc, moi, j'y crois un peu moins sur cette cible. Par contre, pour reprendre l'exemple de ce que je disais, il y a plein de business qui veulent pas forcément se mettre en avant. En l'occurrence, si je te reprends l'exemple, par exemple, des pompes funèbres, tu vas pas faire des pubs directes, tu vois, en disant, genre, faites une demande pour des pompes funèbres, tu vois, c'est trop bizarre. Dans ce cas-là, c'est revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment tu peux contourner le truc. Et ce qui marche bien, c'est ce qu'on appelle le white label. Ça veut dire en fait marque blanche. Donc en fait, c'est dans ce cas-là faire des campagnes publicité avec des marques que tu vas créer qui sont ce qu'on appelle des marques blanches. Par exemple, mon comparateur en ligne ou des choses comme ça, où tu vas pas associer en fait à une campagne publicitaire ta marque. Mais par contre, tu vas créer une marque dédiée qui est une marque blanche ou qui est pas forcément du coup mouillée avec ta marque, où tu vas pouvoir du coup justement en fait créer une entité qui va se positionner entre le prospect et ta marque.
potentiellement. Ça peut être un comparateur, ça peut être du coup un blog, etc. où tu vas capter des leads et où par la suite, ces leads-là, tu vas leur proposer d'engager potentiellement avec ta marque. Ça, c'est un très bon hack, notamment si tu veux capter des leads justement sur des sujets un peu touchy, quoi. Donc, on reprend ton exemple, calculer vos frais d'obsèques et ça te dirige vers des pompes funèbres. 100%, bah, t'as tout compris le truc, c'est que là, dans ce que tu dis, à la fois tu utilises du contournement. Je ce soir. Ouais, bah, t'as tout compris. En fait, c'est ça, c'est à la fois tu utilises le contournement parce que là, du coup, tu vas être dans un truc de dire, bah, justement, je vends pas direct, mais j'utilise ce truc de calculer combien ça pourrait me coûter. Et en fait, bah, c'est pas une boîte de pompes funèbres qui fait la pub, c'est potentiellement une page Facebook dédiée à ça où tu vas proposer d'engager. Et ces leads-là, après, potentiellement, peuvent être recontactés par l'entreprise. Mais du coup, l'entreprise en front-end, bah, n'est pas visible et touche pas potentiellement des centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, ça me fait penser à... Je fais juste une aparté sur une anecdote parce qu'on parlait de pompes funèbres et on parlait tout à l'heure de comment trouver le problème du problème et de bien cibler le problème par rapport à sa cible. J'ai rencontré la semaine dernière un entrepreneur qui est justement dans les pompes funèbres. D'accord, ok. Et j'ai adoré en fait la réflexion de son problème, c'était de dire moi je crée un logiciel qui permet à tous les ascendants, tous les descendants en fait d'un ascendant, de voir ce qui se passe vraiment le jour où je meurs de manière la plus transparente possible. Donc si je meurs, c'est telle pompe funèbre, il y a telle dépense qui est prévue, etc. Donc c'est clair pour tout le monde. Et en fait, ce qu'il n'avait pas compris, ce qu'il venait de réaliser, c'est qu'il résolvait un problème que les gens ne voulaient pas s'avouer. C'est par exemple quand tu as tes parents qui meurent, il y a souvent des clashs entre les enfants parce que il y a des restants à charge, il y a beaucoup d'émotionnel, donc il y a beaucoup de clashs et les gens en ont une espèce de peur viscérale et d'appréhension viscérale. Le jour où ça arrive, on va se taper dessus, c'est horrible. Et du coup, lui, il joue vraiment sur ce côté. Bah, je mets de la clarté, je mets de la transparence. Incroyable. Et du coup, je résous ce problème et cette peine que les gens anticipent en disant le jour où mon père meurt, ou ma mère meurt, ou mon ancêtre meurt, bah ça va être entre guillemets la brisane dans la famille. Et du coup, il apporte cette espèce de tranquillité. Et je trouve que c'est un super argument marketing, quoi. Incroyable. C'est une petite anecdote, mais je trouvais ça marrant parce que souvent les problèmes sont pas là où on les imagine. Et pour la partie luxe. Sur le côté un peu plus, je vais mettre ma casquette un peu publicitaire, mais c'est ce que j'aime le plus parce que d'un point de vue créatif, c'est passionnant. Sur les produits un peu inaccessibles, comment créer sa lead generation? Alors eux vont pas vraiment avoir une logique de lead generation. Ouais. Là, je te recoupe, ça va pas être là-dessus. Désolé, j'ai juste checké la tête de raquette qui est sans se mettre en V. Ah, t'étais bien parti là. Ouais. Faut que tu repartes dans la même. Je ne sais pas vous couper, donc. Je veux la reprendre. De toute façon, on reprendra peut-être le début aussi, parce que comme j'avais foiré, là, j'ai mis du temps à me... Ça a coupé à quel moment, juste savoir si on reprend ou pas? Au début de la phrase, sur la transition, c'était là il y a 2 secondes. Ah, quand il parlait? Ouais. Ah bon, c'est bon. Oui, Je pensais que c'était il y a un quart d'heure, on n'avait pas tout refaire. Non, du tout. C'est au moment où j'ai fait pause, c'est tout, quoi. Est-ce que tu peux regarder la caméra, s'il te plaît? C'est Emmanuel, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Trop bien les questions en tout cas. Hein. T'as bien préparé le truc. J'ai rien préparé. Ah, t'es full impro là? Ah ouais, je fous l'impro. Et sur le tel, c'est. Ah, plus des Non, anecdotes. mais j'ai fait un truc avec ChatGPT, mais en fait, je fais vraiment full live. T'es en live. C'est lui l'intervieweur. J'ai en live total. En fait, c'est ChatGPT qui nous interviewe. Ouais, c'est ça en fait. C'est un prêt de voix pour Non, le le seul truc ChatGPT. que j'ai récupéré, c'est le texte sur Kirby, je connaissais pas. Je dis, trouve-moi un truc marrant. Non, mais le reste, ça vient comme ça, les questions, c'est. Ouais. C'est Bah, c'est ce qui est bien, parce que C'est marrant. du coup, tu Ouais. rebondis, c'est naturel et tout. On en était du coup. Le luxe. Ah oui, donc je te repose la question Ouais. de ta part. Ok. Le seul truc qu'il faut faire, c'est. On refera un montage, mais essayer d'éviter de dire je veux revenir sur la question d'avant. Ok. Parce que du coup, ça casse le rythme du podcast. Ok. Tu vois. Ouais, mais après, c'est souvent, tu nous poses une question à tous les Ouais. deux, après t'en interviews un, et puis tu changes la question pour l'autre. Après, Puis voilà, montage, ouais. toi, t'as déjà préparé un peu ton truc dans ta tête C'est et ça, tout. ouais. On se débrouille en montage. Ouais. Et n'hésitez pas tous les deux à parler vous deux aussi. Oui, Tu vois, ok. pas que à moi. Ça, c'est Ouais. aussi. Ah, clairement. Oui, c'est vrai que moi je réponds, mais je. Ouais, c'est vrai. tu peux Ouais, aussi, je rebondis, ouais. ouais. Parce que plus vous allez vous interpeller, plus Oui, ça. oui, bah faut qu'on fasse ça. Bah là, justement, ça tombe bien là. Et vous posez des questions aussi tous les deux. Hein. Ok. C'était quoi la question ouais, sur le...
Sur le luxe, tu voulais rebondir, c'est ça? Oui, je voulais partager en fait le fait qu'effectivement le luxe, ils vont pas faire de l'acquisition de leads, mais qu'ils vont être beaucoup plus sur de l'aspect notoriété et sur l'image de marque, mais que derrière tu peux avoir des typologies de publicité qui correspondent à leur. Mais à la limite, passons à une autre question là. Non, mais on va finir ça. J'ai commencé à tomber malade hier, je me suis bourré de médoc, je me dis je peux pas arriver au dîner. Tout le monde est malade autour de moi là en ce moment. On est reparti, du coup, je voulais que tu refasses la transition. Ok. On est bon. Ok, on parlait tout à l'heure du coup des business un petit peu impossibles, impossible à créer des leads, notamment tout ce qui est business de luxe ou des business qui veulent paraître un peu inaccessibles. Du coup, toi, Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as déjà vu des exemples? Comment tu ferais à leur place? Ouais, je recoupe complètement ce qu'a dit Emmanuel. Une marque de luxe, elle va être beaucoup plus sur l'image. Elle va travailler son image de marque. Elle va faire en sorte que tu te rappelles d'elle, que t'aies une corrélation entre le message qu'elle va faire passer, sa vision, la valeur de la marque. Les valeurs, ouais. Et voilà, et ce qu'elles souhaitent que tu perçoives. Donc elles vont pas être du tout dans une démarche d'acquisition de lead, elles vont avoir une démarche de notoriété complète. Après, en tant que publicitaire, la casquette publicitaire, je vais mettre ma casquette publicitaire plutôt que data, c'est passionnant parce que derrière tu vas travailler sur de la vidéo, de la matière, comment faire passer des sensations, comment faire passer des sentiments. Et le but, et finalement leur lead à eux, c'est que tu te rappelles d'eux. Bon, un exemple flagrant, vous êtes déjà allé à Singapour? Non. Est-ce que vous avez déjà vu le magasin Apple à Singapour? C'est impressionnant. C'est une espèce de bulle sur l'eau. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'à chaque fois, Apple se débrouille pour avoir des magasins complètement incroyables. Et en fait, dans ton inconscient, ça t'envoie une image de qualité. Et même si tu rentres, t'achètes rien, dans ta tête, c'est gravé dans le marbre. Tu rentres dans un truc, c'est comme une œuvre d'art. C'est donc ce qu'il dit. À ce moment-là, tu génères un lead. Parce que du coup, c'est à cette étape où tu te dis waouh, là, le lead est généré, quoi. C'est vrai. Il y a une autre manière de générer des leads, c'est par tout ce qui est création de contenu. Donc, ce qu'on appelle, il y a l'inbound et l'outbound. Donc, vous connaissez tous la différence entre l'inbound et l'outbound. Donc, je répète, l'outbound, c'est je pousse le contenu vers les gens, donc j'envoie des emails, j'envoie des WhatsApp, j'envoie des messages, etc. Et l'inbound, c'est les gens viennent vers moi parce que je leur ai montré une image de marque où je crée du contenu qui les intéresse et du coup ils viennent de facto vers moi. Alors il y a une histoire très marrante, ça s'appelle l'histoire, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Will It Blend, Blendtec. Est-ce que vous connaissez Blendtec? Non. Alors Blendtec, c'est une marque de mixeurs. Et en fait, ils ont pas dit, tiens, j'ai un super mixeur, viens mixer avec moi. Non, c'est pas du tout ça. Ils ont pris des mixeurs, ils ont commencé à faire, est-ce que le mixeur va pouvoir le détruire? Donc, est-ce que le mixeur peut détruire un iPhone? Est-ce que le mixeur peut détruire des clés? Est-ce que le mixeur peut détruire un dinosaure en plastique? Enfin, la question, c'est, le message, c'était Will It Blend? En gros, est-ce que ça va se mixer? Et ils ont fait des vidéos, en disant, voilà, tiens, aujourd'hui, on va mettre, je sais pas, moi, un dinosaure en plastique, on va mettre un bazooka, on va mettre, voilà, un iPhone. Et en gros, ils regardaient si et en fait, le mixeur mixait tout, quoi. Et donc, du coup, les gens ont commencé sur les vidéos. Et ils ont fait plus 700% de ventes en 2 ans à cause de la viralité de ces vidéos, parce que les gens ont assimilé les faits, en gros, c'est un super mixeur et une super qualité, donc je le veux chez moi. Voilà. Mais à aucun moment, en fait, la marque n'était citée où il y avait de lien pour acheter le mixeur. Ouais, mais du coup, ça rebondit un peu à ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il y a certaines marques qui sont plus dans une logique de notoriété. Et c'est vrai que nous, en tout cas, dans la façon dont on amène le lead gen, on est vraiment sur une démarche de retour sur investissement, d'apporter des opportunités commerciales. Et on travaille je pense moins que toi d'ailleurs, le côté brand. Nous, vraiment, nos clients, ils viennent pour avoir du lead, des prospects. Et tu vois, on est beaucoup plus un partenaire commercial qu'un partenaire marketing, en fait, en réalité. Parce qu'on dit qu'on fait du marketing digital. Mais en fait, nous, notre travail, c'est d'apporter du deal commercial à nos clients. Et c'est pas de travailler de la notoriété. Et ça, c'est vrai que c'est une question aussi à se poser. C'est dans mon projet, dans ma boîte, dans ma vision, est-ce que ma priorité, c'est de travailler ma notoriété? Donc d'aller chercher, comme tu disais, valeur, mission, des messages très larges, etc. pour que les gens se rappellent de toi, comme typiquement les mixeurs. Ou est-ce que je suis dans une démarche très, pour l'instant, ça peut être je dis pour l'instant parce que souvent leur logique, c'est de dire ma boîte, déjà, je vais générer du deal avant de travailler ma notoriété. Une logique plutôt héroïste où je veux mettre 10 000 en campagne et je veux que derrière, ça m'apporte 100 000 de cash pour réinvestir, etc. Je sais pas si tu as remarqué ça. Est-ce qu'il y a un lien qui peut aller d'ailleurs avec l'histoire de contenu et le fait de créer des contenus en fonction de la notoriété qu'une marque va avoir. L'acquisition de leads qualifiés va pas être du tout la même. Et 100%. La valeur que tu vas donner finalement, la valeur, le coût d'un lead va pas être du tout le même. Donc c'est tout
je sais pas si tu le vois, mais toi, par rapport à des marques qui sont connues, soit de la marque dont elle est connue, ou qui font de la notoriété, je pense que tu dois avoir une grosse différence dans ton coût par vente, ton coût par lead après. Ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. Et ce que tu dis, c'est 100% vrai qu'il y a un lien fort entre les deux. Et nous, on a testé avec Meta quelque chose qui s'appelle le Conversion Lift. Donc, c'est une technologie qu'ils ont sortie que je connaissais pas du tout. Et en fait, ils mesurent ça. Ça veut dire à quel point les efforts de notoriété impactent mes résultats de campagne d'acquisition. Et en fait, on a fait un test typiquement avec un de nos clients où en fait, avant de mettre en avant des publicités sur une audience, on leur a mis du coup des messages de notoriété. Et en fait, ces mêmes personnes-là, on les a derrière exposées à des campagnes publicitaires versus une autre cellule de personnes qui n'étaient pas exposées initialement à la campagne de notoriété. Et tu vois, sur cette étude de cas-là, on avait divisé par 3 les coûts par lead, tu vois. Donc 100%, je te rejoins. Ouais. À un moment, il faut se dire comment je mets aussi de la notoriété parce que finalement, l'argent que je vais investir en notoriété, je vais le récupérer finalement sur les campagnes d'acquisition. Donc je suis complètement... Parce que j'avais deux sujets à discuter avec vous. Le premier, c'était le coût d'acquisition. Donc là, on commence à l'entamer, donc c'est parfait. Et le deuxième sujet, c'est le côté rapidité, rythme. C'est en quel rythme tu dois envoyer des messages à ton lead pour que justement pas trop l'assommer et en même temps que ça dure pas non plus trop longtemps. Voilà. Donc on va peut-être commencer par c'est deux sujets compliqués. Le sujet du coup, c'est un coup super intéressant. Et là, Emmanuel, tu viens d'illustrer un concept en fait que les gens ont du mal aussi à imaginer, c'est que en fait, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Il faut pas faire que l'inbound ou de l'outbound. Il faut souvent faire les deux. Et en fait, c'est cet équilibre entre les deux qui fait que tu arrives à diminuer ce coût. Ouais, alors pour moi, il y a quand même un ordre à suivre. C'est-à-dire que, tu vois, moi, le nombre de startups que je vois ou de mecs qui se lancent en entrepreneuriat qui disent, moi, je vais mettre 10 000 dans un logo, 20 000 dans un site web, 15 000 dans une charte graphique, moi, ça me fait des boutons. Parce que je me dis, mais en fait, t'es trop con, tu vois. Prends cet argent-là, mets-le dans des campagnes qui vont te générer un retour sur investissement pour commencer à gagner de l'argent. Et après, par la suite, on met une démarche de notoriété. Tu vois, en tout cas, moi, je suis une culture très perf. Ouais. Très logique, retour sur investissement. Et c'est vrai que je te rejoins, il faut avoir tout, mais pour moi, il y a un ordre des choses à faire. Et avant de travailler ta marque, ta vision, il faut déjà avoir des clients. La subtilité, et pour ça, il faut déjà... timing, en fait. Puis ça permet de comprendre aussi qui sont les clients. C'est ça que je dis, c'est comment tu veux définir ta vision, comment tu veux définir ce que tu fais si t'as pas de clients ou très peu de clients. C'est complexe, c'est tes clients qui vont t'amener aussi à cette réflexion et pour ça, tu as besoin de les acquérir. Donc faire typiquement du lead gen. Mais moi j'adore l'approche et quand tu lances un produit ou un service, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est qu'en fait, il faut pas descendre l'entonnoir, il faut le remonter. C'est que tu regardes lesquels sont déjà intéressés par ton type de produit, t'essayes de les convaincre. Alors évidemment, ton volume, il va pas être... tu vas avoir un plafond de verre. Et après, tu remontes l'entonnoir. En disant, maintenant je vais toucher des gens qui connaissent pas forcément ce service, mais qui sont globalement dans la cible. Puis après, je vais remonter. Et après, tu vas dans de la notoriété. Mais au moins, l'avantage, c'est que tu vas faire de la notoriété, mais tu vas pas arroser au pif. Tu vas faire de la notoriété, mais comme tu auras appris qui étaient tes clients en ayant remonté l'entonnoir, on a compris ceux qui sont les plus qualifiés, lesquels sont intéressés, lesquels... après, tu vas faire de la notoriété, mais tu fais pas de la notoriété complètement à l'aveugle. Et ça, c'est hyper vrai parce qu'il y a aussi, j'ai pu l'expérimenter dans un autre domaine qui est un domaine de lead generation, mais pas là où on l'imagine, c'est le recrutement. Parce qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut, le recrutement, c'est quand même vous vendez votre entreprise auprès de talents. C'est-à-dire que le talent, c'est un multiplicateur de ROI. Les bonnes personnes, ça peut faire exploser votre boîte, mais du coup, c'est vous qui vendez votre poste et pour attirer les meilleurs. Et on n'y pense pas souvent, mais souvent, les gens, ils recrutent un petit peu au feeling. Et alors qu'en fait, ce qu'il faut faire quand tu recrutes, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Tu fais, t'apprends, tu conclus. Tu fais, t'apprends, tu conclus. Donc, par exemple, tu vas dire, OK, je vais prendre 10 candidats, je les ai pas triés, mais je vais leur dire, à ton avis, ce serait qui le meilleur candidat sur ce poste-là? Ils vont dire, moi, parce que machin, ou mon voisin, parce que machin. Et du coup, ces 10 premiers candidats, c'est pas forcément ceux que tu vas recruter, mais c'est ceux qui vont t'apprendre à faire la fiche de poste parfaite. Et une fois que tu as fait ces 10-là, tu fais ta fiche de poste, t'en refais 10, etc. Et au fur et à mesure, c'est beaucoup plus efficace que si tu es dans ton bureau à te dire, je vais faire ça comme ça, alors que t'es pas au contact, en fait, du terrain, Si tu dis, j'ai balancé 200 emails pour avoir 200 candidats et tu fais les 200 interviews à la suite, en fait, au bout de 200, t'auras peut-être rien appris. Non, puis le fait d'avoir pris, je dirais vraiment dans ceux qui sont le ciblage qui est le plus proche de ton service ou de ton produit, derrière, quand tu vas faire tester des messages, des discours, des créas, la réponse que tu auras en face, elle sera beaucoup plus crédible que si derrière, tu sais pas vraiment qui est ton ciblage, donc du coup, tu vas faire de l'A/B test un peu au pifomètre. Tu vas avoir plein de faux positifs parce que finalement, l'audience que tu vas interpeller, elle est déjà pas la qualifiée. Donc c'est exactement ça. Travaille d'abord sur ton audience qualifiée, comprends-la, teste-la, et après tu iras plus loin, plus fort. Donc le test and learn, c'est super important. Ouais.
Et alors là, du coup, Puis ça ça coûte arrive moins cher à- en plus de les convaincre. Bah, bien sûr. Donc, Du coup, on arrive à la Par là. deuxième volet de la question, qui est le timing. Parce que là, on a parlé beaucoup de coûts, on a parlé beaucoup de stratégie, on a beaucoup parlé de ciblage. Mais après, il y a le timing. Et le timing, en fait, la question que se posent pas mal d'entrepreneurs et de dirigeants, c'est de dire, voilà, est-ce que je balance toute la sauce sur un moment très court, parce que dès que je lâche l'attention du lead, eh ben, il va faire autre chose, ou est-ce que j'étale mon effort dans le temps pour pas paraître trop insistant, mais qui garde en tête mon message le plus longtemps possible? Très très grande question. Moi je suis quelqu'un de très data, je te rejoins aussi. Moi j'ai regardé les chiffres très vite, tu vois, quand je me suis posé cette question, c'est quoi les études, etc. C'est une question de minutes en termes de réactivité sur un lead. Tu vois, nous on parle souvent du café. Pourquoi le café? En fait, c'est comme un café. Tu te sers un café, faut que tu le boives tout de suite, tu vois. C'est logique, tu prends ton café, tu le bois. C'est pareil pour un lead. Au-delà de 3 minutes, on parle de minutes, hein. Au-delà de 3 minutes, un lead après qu'il ait été généré, on divise par 3 les opportunités du coup de poser un rendez-vous. Au-delà de 5 minutes, on divise par 5. T'imagines? Donc, donc, quand tu vois des études, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, vous tapez time to engage lead, performance, etc. C'est une question de minutes et donc, du coup de secondes, carrément. Hein. Ça veut dire que c'est comme le café, tu le poses là, il est chaud, tu pars, tu reviens, il est froid, c'est pareil. Donc, il faut être extrêmement réactif sur un lead. Et pour ça, il y a des outils qui existent justement de rappel automatique, etc. D'engagement, notamment par WhatsApp. Nous, on a investi dans une boîte qui fait ça, qui fait que dès qu'il y a un lead qui est arrivé, ben, on engage une conversation sur WhatsApp de manière instantanée. Extrêmement important d'avoir ça. C'est vraiment la réactivité extrême. Et après, une fois qu'on passe 48 heures, le potentiel en fait de conversion, bah, il a baissé. Et après, il reste stable. Ça veut dire qu'après, bah, tu le contactes 2 semaines après ou 4 semaines après, c'est globalement la même probabilité de conversion. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir 2 cycles. Un cycle plutôt agressif, au moment de la génération d'un lead, où on a quelqu'un qui est une opportunité. On parlait tout à l'heure des pépites. Tu as la pépite qui est là, bah, il faut essayer de la choper à tout prix pendant 48 heures, où là, on va faire plusieurs tentatives, 4, 5, 6 tentatives. On engage par WhatsApp, on engage par email. Il y a des personnes qui sont réceptives à l'email, d'autres par WhatsApp, etc. De manière très courte, très réactive. Et une fois qu'on a passé cette fenêtre, alors nous on recommande en général de 48 heures, ça peut aller jusqu'à 72 heures, là on rentre dans un cycle d'éducation plus long, où si on n'a pas réussi à choper cette pépite qu'on essaye de choper là depuis 48 heures, bah on se dit voilà, on la chopera un jour, peut-être dans 6 mois, dans 12 mois, et là on part dans des cycles du coup de nurturing, comme tu disais tout à l'heure, avec de l'envoi de contenu, des newsletters, etc. Mais il faut vraiment garder cette idée qu'un lead, sa valeur va chuter de manière exponentielle. En fait, on peut pas dire un lead ça vaut tant. C'est un lead ça vaut tant quand il est traité maintenant. Il y a ce côté aussi timing de dire je chope le lead tout de suite, quoi. Il y a une symétrie avec les sciences comportementales. Ça, j'en parle beaucoup avec Tom, qui est un ami avec qui on parle beaucoup de tout ce qui est hacking de cerveau, etc. Ouais. Et en fait, il y a une vérité, c'est-à-dire que on dit toujours tu me renverras l'ascenseur. C'est-à-dire que souvent les gens se disent ok, je te rends un service et tu me le rendras plus tard. Sauf qu'on s'est rendu compte dans les études, c'est que plus le temps augmentait, moins la probabilité que la personne te renvoie l'ascenseur arrive. Et en fait, c'est pareil en lead generation, c'est-à-dire que toi, t'envoies de la valeur à ton lead, donc tu lui fais un service, tu te dis tiens, je t'envoie un comparatif, un livre blanc, etc. Et plus t'attends pour récolter le lead, moins du coup il se sent redevable de redonner de la valeur vers toi, donc de s'engager dans ton tunnel. Exactement. Ouais. Et c'est pareil dans les relations. C'est pareil dans les relations. Et juste pour finir là-dessus, et après, c'est intéressant, c'est juste qu'aussi, il y a un paramètre, c'est qu'il y a 2 écoles là-dessus, de dire soit j'attends justement que mon lead il ait pris connaissance de ma ressource, etc., ou soit je le prends tout de suite. Et nous, on est vraiment de l'école de dire je le prends tout de suite. Typiquement, je télécharge le livre blanc, je clique sur envoyer. Nous, on a des clients, ils arrivent à appeler en 4 secondes. Hein. C'est-à-dire, tu cliques sur envoyer, tu as le livre blanc qui apparaît, t'es au téléphone. Donc, on pourrait se dire, mais en fait, ça sert à quoi de faire ça? Parce que le lead, il a pas le temps de consommer ta ressource. Tu vois, il y a 2 écoles. Ouais. Et en fait, vraiment, ce qu'on observe, c'est que ça reste quand même un prétexte. Ce lead magnet, c'est un prétexte pour avoir une opportunité. Le lead pourra par la suite consulter cette ressource s'il souhaite, etc. Mais là, maintenant que l'information est chaude dans sa tête, il est en train de penser à ça, il est dessus, il faut le choper tout de suite. C'est maintenant que ça se passe. Donc il y a ce côté vachement important aussi. Ah bah sur la partie, je ne peux que confirmer le truc, c'est faut le prendre tant qu'il est chaud. C'est voilà, une fois qu'il a refroidi, c'est terminé, les taux de conversion vont s'effondrer. Vraiment d'accord. Après, il y a d'autres éléments qui sont plus liés. Alors moi, plus dans l'acquisition et de la publicité, c'est-à-dire que tu peux avoir des logiques de ad fatigue. C'est à quel moment, par exemple, typiquement, tu es allé consulter une paire de chaussures, puis après tu revois plein de fois une paire de chaussures. À un moment, effectivement, tu vas avoir un seuil où si la personne n'a pas acheté tout de suite quand tu l'as contacté, donc là, il faut être hyper rapide. Après, mais là, ça dépend tellement de l'industrie, de la marque, de plein de choses. Là, il faut trouver le bon, mais il faut quasiment le tester à chaque fois. La bonne temporalité.
Et celle-là, elle va être assez différente. Je sais pas si tu vends une formation typiquement, ou si tu vends, ou si tu cherches un lead de quelqu'un qui dans l'immobilier. Derrière, parce que les réflexions aussi de la personne vont pas avoir la même temporalité. Ouais. Le temps de vente non plus. Le cycle de vente, ouais. Mais après, cycle tu de peux vente, aussi avoir une stratégie un petit peu smart en disant effectivement, tu mets un max d'intensité dès le départ, Ouais. en envoyant des messages assez agressifs, en disant voilà, passe à l'action, passe à l'action. Et Et après, s'il n'y a pas de tu réponse, tu peux prendre un petit peu de recul et dire bon, moi, il n'a pas passé à l'action tout de suite, peut-être que je suis trompé de persona, mais il peut rester dans mon giron. Et dans ce cas-là, tu peux lui balancer du contenu un peu plus qualitatif sur du Après, long voilà, terme. C'est pour ça qui que ça reste revient à pas ces forcément- ces deux grandes étapes, Ouais. c'est ça. C'est Ouais. au début, moi je conseille vraiment être très incisif, et au bout de 48 heures, 72 heures, là on Ah. passe du coup dans une stratégie plutôt un peu plus soft. J'envoie du contenu et puis au moment où il sera prêt, il passera parce que, à l'action. quoi. ouais, parce que tout le monde va pas être. Tiens, je prends un exemple. On a travaillé pour une grande marque dans l'énergie. Et puis l'idée, c'était typiquement pour un peu l'équivalent de ma Prive Rénov, mais c'est pour l'isolation extérieure. Donc t'en as plein. Et là, l'idée, c'est de se dire qui est aussi le prescripteur, qui est celui. On fait de la publicité. Là, l'idée, c'était de faire du GC, User Generated Content. Donc, qui est plus dans une logique de notoriété, mais en même temps d'interpeller. C'est un peu l'équivalent de ton aspirateur ou de ce qui était expliqué tout à l'heure. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, je veux faire l'isolation de ma maison. Je vais peut-être toucher, je sais pas moi, un public masculin, mais est-ce que c'est pas la femme qui décide après derrière? Ou l'inverse? Donc après, tu vas avoir aussi des rythmes comme ça que tu vas comprendre. Et c'est pour ça que je disais, en fonction de chaque typologie cliente, c'est pareil. Donc tu as non seulement qui est le prescripteur, donc celui qui va en parler. Donc parfois, tu as un délai là-dessus. Puis après, tout simplement, les gens se disent « Ah, bah c'est parfait ça, oui, il faut qu'on s'occupe, je sais pas moi, du ravalement de la maison. Mais bon, on verra ça en 2025. » C'est quoi, Donc tu le contactes tout de suite, tu le gardes, tu essayes de savoir sa temporalité. C'est toute l'histoire de CRM, là c'est le travaux des commerciaux au phoning. Et puis après, tu le gardes dans un site dans un cycle de nurturing. Et là, effectivement, il faut trouver le bon moment pour qu'il t'oublie pas. Sinon, il va aller voir un autre concurrent, il va revoir une pub dans un an au moment où il est mature. Et de se dire, je le garde dans mon giron. Et quand il sera vraiment mature, j'y vais. Ouais, ça c'est marrant parce que cette problématique de ciblage, de qui j'attaque dans la société, à quelle hiérarchie, c'est un problème que je rencontre tous les jours chez des entrepreneurs qui viennent me parler en disant voilà, je vends un produit B2B, et en fait, ils savent pas qui cibler dans la boîte parce que tu peux avoir des besoins différents. Tu peux avoir le chef des achats qui dit moi j'ai besoin de ça, tu peux avoir le RH qui a besoin d'un logiciel RH, tu peux avoir le commerciaux qui a besoin d'un CRM mais c'est pas lui qui va voter le budget. En fait, c'est super dur pour des boîtes qui font du B2B aujourd'hui de trouver la bonne personne dans des organisations qui sont complexes. Et puis en plus, tu vas en avoir certains qui vont peut-être évangéliser le truc en ayant vu un webinaire ou en l'ayant capté ou en ayant un commercial au téléphone, mais effectivement, comme tu dis, c'est pas lui le décideur. Donc après, il faut derrière qu'il convainc. Je sais pas moi, le responsable des achats ou des stocks ou des choses comme ça. Et de quelle manière tu le touches? Là, il faut rentrer dans l'univers de ton client. Comprendre ses cycles de vente, comment ça fonctionne, de quelle manière lui il vend. Alors dialoguer à fond, comprendre avec les commerciaux quels sont leurs pain points, qu'est-ce qui fonctionne, de quelle manière ils touchent les gens, qui ils ont en premier lieu, qui ils ont en deuxième lieu, comment on se fait un cycle de vente. Il faut comprendre tout ça et après tu découpes quoi. Ouais. Et il y a aussi c'est complexe. quelque chose qui est très difficile à appréhender pour les sociétés qui font du B2B, c'est que même s'ils arrivent en disant effectivement bon, ok, on va résoudre le problème de generation, il va être très simple, on va faire du gratuit. Ok, on a besoin de... Parce que c'est une stratégie de lead generation, c'est de dire, voilà, je fais du gratuit parce que je récupère des contacts, des leads et j'ai du feedback sur mon produit. C'est-à-dire quoi, je fais du gratuit? C'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir une boîte, je sais pas, une boîte d'énergie, tu leur proposes un nouveau logiciel RH, je leur dis, voilà, tiens, je vous le vends gratuit, comme ça, il n'y a pas de question sur le prix. Et dans 6 mois, on fait un feedback. Si ça vous a aidé, dans ce cas-là, on passe sur du payant. Mais en fait, comme ça, ils n'ont aucune friction à l'adoption. Sauf que le problème qu'on a dans le B2B, qu'on n'a pas les B2C, c'est qu'en fait, il y a tous des process qui sont déjà en place. C'est-à-dire que tu ne fais pas changer juste un logiciel. Et donc, tu es obligé d'arriver avec du conseil, une couche de conseil en plus, pour dire, voilà, en plus, dans votre transformation, je vous aide et je ne vous laisse pas tout seul. Et donc, ça veut dire que pour générer des leads dans le B2B, souvent, il faut des offres, déjà, d'essais, et en plus, des consultants qui sont prêts à passer du temps avec les entreprises. Je sais pas si toi, tu le vois, du coup, dans ton... Si. contrats, Alors je le vois, mais non seulement tu vas avoir le côté
Alors, tu peux recommencer là, je l'ai Est-ce pas. que toi, une des manières, parce qu'on essaie d'expliquer un petit peu quelles sont les bonnes stratégies pour générer des leads, une des stratégies où on n'a pas encore parlé, et c'est là que je voulais venir sur ce terrain-là, c'est offrir le produit pour que le client teste et du coup mettre le pied dans la porte et qu'après se sente intimement, émotionnellement lié au produit. Parce qu'on sait toujours que quand on donne quelque chose et qu'on le reprend, c'est beaucoup plus douloureux que de rendre quelque chose Oui, oui, que de ne pas le prendre. Alors, j'ai pas beaucoup d'exemples comme ça. Je vais avoir, si tu peux avoir des demandes de démo ou de tests, principalement pour des SaaS, t'as 3 mois gratuits, éléments comme ça. En revanche, moi, dans ma part de clientèle que j'ai, t'as rarement des cycles de vente comme ça, avec un produit gratuit, et puis après tu le selles et tu l'intéresses de cette manière-là. Qui fait que là, pour le coup, j'ai pas d'expérience particulière à te partager là-dessus. Moi, j'ai un avis un peu tranché là-dessus. Je suis assez contre sur une chose, notamment lead gen, de dire truc gratuit, testé, etc. Parce que en fait, on pourrait dire que c'est une stratégie qui est bonne sur le papier. Parce que tu dis, j'offre quelque chose, typiquement formation offerte ou tester l'outil gratuitement. Mais en fait, on revient un peu à cette histoire d'algo, c'est qu'on va aller chercher que des profils justement qui sont un peu en quête d'outils gratuits, etc. Et on s'éloigne un peu de l'avatar. Exact. Et il y a aussi un problème après de discours commercial où en fait on a du mal après quand même à raccorder ce lead, si je reviens en contournement, à typiquement l'objectif de rendez-vous. Oui, bonjour, vous avez fait une demande de démo, etc. Ah oui, mais j'ai vu que c'était gratuit. Ok, tu vois. En fait, on s'est engagé sur quelque chose d'un point de vue marketing où la personne, en fait, finalement, elle s'est engagée, mais sur un truc gratuit, donc il y a un niveau d'engagement très faible. Et après, pour faire passer cette personne à l'étape d'après, il faut y ramer. Tu conseilles pas de l'annoncer frontalement, Ouais. quoi. C'est pas. Non. Moi, alors, je l'ai utilisé, je l'ai testé beaucoup sur la niche de la formation, sur la niche aussi du coup des logiciels, notamment SaaS, etc. Et en fait, on se rend compte quand même que les gens, du coup, ils viennent aussi pour ça. C'est du coup l'argument marketing qui font qu'ils viennent. Et du coup, après, t'es un peu bloqué parce que t'as mis ça en t'as pas avant. les bons clients. Et du coup, l'algorithme, tu lui envoies du coup ce fameux signal qui est mauvais, de dire, en fait, un lead, c'est quelqu'un qui veut l'outil gratuit. En fait, c'est complètement l'inverse. Un lead, normalement, c'est quelqu'un qui veut engager avec toi pour devenir client. Donc, du coup, attention, ou en tout cas, si on l'utilise, à utiliser avec précaution, quoi. Ouais. Du coup, comment on peut donner des idées à des boîtes qui veulent se lancer ou qui veulent lancer des produits et qui veulent utiliser justement ce temps de rodage avec des clés entre guillemets gratuits sans que ce soit gratuit pour récupérer la data pour choper les suivants? Est-ce que c'est une bonne stratégie et est-ce qu'il y a peut-être des garanties? Je sais pas. Ouais, intéressant d'avoir ton avis. Moi, je peux répondre déjà pour ma partie. Pour moi, c'est pas quelque chose d'utilisé en marketing. C'est plutôt quelque chose du domaine commercial. D'accord. C'est dire à ton client, on y va. Ah bah moi, j'aurais besoin d'une démo. Ok, je t'offre une démo, tu vois. Ouais. Parce que on part de ce principe que les gens ont besoin de tester pour acheter. C'est pas vrai, pas tous. Il y a des gens, ils viennent en rendez-vous, let's go. Ils ont compris l'intérêt, ils ont compris à quoi ça sert, ils avancent. Donc, le fait d'avoir ce message pour tout le monde, tu peux aussi avoir un effet un peu bâtard, c'est que tu vas repousser aussi tes prospects idéaux. Ouais. Par exemple, moi, typiquement, je sais que je suis quelqu'un qui va être long dans mon cycle de décision. Par contre, une fois que j'ai pris la décision, j'avance. Et je vais pas être sensible à typiquement des messages CRM gratuits. Tu vois, parce que en fait, ça va m'amener un message de dire que c'est un CRM peu qualitatif. Au final, si du coup ils font le truc gratuit, c'est qu'ils galèrent à avoir des clients, que finalement, du coup, si c'est gratuit, c'est que c'est pas si bien que ça. Donc, tu vois, toutes ces logiques-là, où en fait, du coup, c'est très dangereux. C'est un jeu très dangereux. Moi, en tout cas, je m'aventure pas dedans. C'est marrant parce que ce que tu dis, mais résonne complètement. Et c'est d'ailleurs une erreur qu'on a faite, nous, au sein de chez Cantads, c'est qu'au départ, on faisait des audits gratuits. En disant, voilà, on fait un audit d'éléments, il va être gratuit, on va te présenter tout ça, tu vas comprendre la valeur ajoutée de Cantads. Pour engager des premiers clients. Exactement. Sur le papier, c'est cohérent. Sur le papier, c'était cohérent. C'est une bonne strat. Et on s'est perçu que le taux de transformation, après, il était moins bon que si on faisait payer les audits. Parce que, en fait, c'est exactement ce que tu dis là, c'est la valeur perçue. C'est que nous, on arrive avec un audit gratuit. Une semaine à le faire avec les équipes. Ça a pas de valeur. Les gens se disent, bon, bah voilà, ça a pas beaucoup de valeur. Tu le fais payer, mais pas forcément énormément. C'est l'histoire, c'est symbolique, c'est pas le vendre ton audit. La personne se dit, ok, j'ai donné de l'argent. Il y a une certaine valeur et il va même beaucoup plus écouter. On voit le niveau d'attention c'est pas vraiment une, alors, du coup, c'est un peu une propale, mais l'idée, c'est de l'audit qui va avec, et pas du tout la même. Et les gens vont s'intéresser beaucoup plus à ton audit et tu vas avoir des meilleurs taux de transformation parce qu'ils vont comprendre la valeur. Si t'amènes avec quelque chose de gratuit, ils se disent c'est gratuit, ça vaut rien. Alors, attends, j'ai une question 100% piège pour toi. Tu t'y vas. Parce que je vais le challenger là-dessus parce que là, franchement, il y a un sujet vraiment, un concept super intéressant. Et c'est un peu un biais cognitif. C'est, est-ce que quand tu as lancé ta boîte et si tu n'avais pas fait d'audit gratuit, tu aurais eu autant de leads? Alors c'est une bonne question, puis ça parce sera que c'est pas parce que de tu savoir avec convertis historique, peu, mais si t'en faut 10 par an. De lead ou lead qualifié? Parce que t'as dû avoir du lead. Oui, des leads. Bon, après, des leads,
finalement, c'est ce que tu dis, c'est que finalement du lead, ça vaut pas dire grand-chose et tu Ouais. peux en avoir. Du lead qualifié, c'est autre chose. Non, je pense qu'on aurait, en tout cas, ça prend du temps de répondre à tout ça. C'est-à-dire traiter un lead, c'est aussi du boulot. C'est pour ça que c'est important pour les commerciaux qu'ils aient des leads les plus qualifiés possibles, parce que s'ils se retrouvent eux à devoir qualifier beaucoup de leads, ça les fatigue. Et là, tu vas perdre un peu, voilà, je dirais la persévérance des commerciaux là-dessus. Nous, chez Cantads, certes, on avait des leads, mais derrière, au début, c'était d'autant plus que t'as pas le côté élément de réassurance au départ. T'arrives avec un beau discours, avec éléments, et c'est pour ça qu'on s'est dit, l'audit va permettre de montrer la valeur de Cantads. Et en fait, non, pas du tout. Dès qu'on a switché après sur des audits payants, ça a beaucoup mieux fonctionné. Alors certes, peut-être que t'avais moins de gens qui venaient. par contre, Mais les gens encore, qui en viennent- général, quand tu proposes un audit, c'est que tu as déjà eu un contact. Oui, mais Donc, de t'avais toute façon, déjà- derrière, tu le proposes de le faire payer ou pas payer. T'es déjà la démarche après le lead. Ouais, mais C'est-à-dire t'avais que- déjà enclenché une démarche avec tes leads entre guillemets C'est gratuits. ça. Donc t'avais déjà acquis une notoriété, t'avais déjà acquis une expérience, une expertise qui t'a permis d'arriver plus assuré Voilà. devant les prochains. Donc c'est là où je voulais le challenger un petit peu en disant mais c'est, attention, parce que c'est très vrai ce que tu dis, mais pour une boîte qui débute, parfois elle n'a pas le choix. Parce que ça lui permet de créer ses premiers contacts. Et derrière, elle se dit, ok, maintenant j'ai compris, j'arrête le jeu du gratuit, je fais du payant. Mais comme ils ont déjà acquis cette notoriété, Ouais, on peut y mais aller, moi, tu je, vois. Moi, c'est plus moi, dans je la reste un vente, peu en sur fait, mon après, avis ouais. quand même de dire je que challenge, hein, le je gars sais pas si- le gars qui se lance, déjà, Ouais. c'est compliqué et tout. Si tu lui mets des gens entre les pattes qui ont été soumis à un message, dire c'est gratuit, on verra plus tard si vous payez et tout, c'est encore plus compliqué pour moi. C'est vraiment, pour moi, c'est un jeu extrêmement dangereux. Et, je le rejoins aussi Ouais, pour revenir sur ce que tu disais. Il y a une stratégie qui est beaucoup utilisée aux États-Unis qui s'appelle la stratégie du low ticket. Donc c'est clairement ça. C'est en fait d'offrir un produit digital, une formation, un e-learning, un audit, un coaching à une faible valeur, à 17 euros, 27 euros, 47 euros, où la personne, elle va symboliquement mettre un billet, en fait, 10 balles, 20 balles, tu vois. Et derrière, elle va accorder beaucoup plus de valeur, forcément, du coup, à la ressource. Et c'est un lead beaucoup plus qualitatif. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ta stratégie un peu d'audit payant, en tant qu'entrepreneur, je peux la mettre en place pour mon business. D'aller facturer 15, 20 euros, 30 euros, mais de se dire, je mets ma carte bancaire sur une ressource. Moi, le premier, quand je vois des ressources, des fois, comment faire des publicités rentables, des templates de publicité qui ont marché pour 20 ou 30 euros, à chaque fois j'achète. Alors que si je sais très bien que si j'avais le même message et que c'était gratuit, je mettrais même pas mes coordonnées. Donc ça, c'est un biais mental, mais qui est extrêmement intéressant. Faudrait creuser, ouais. Je suis sûr qu'Augustin, tu vois la même chose, toi qui organises des événements. Si tu faisais l'événement gratuit, est-ce que déjà tu aurais le même taux de remplissage? Ouais. Beaucoup de gens qui viendraient peut-être pas en se disant ça n'a pas de valeur, c'est gratuit. Et puis est-ce que tu aurais des gens aussi qualifiés ou tu aurais des gens qui se disent ah, il y a de la lumière, c'est sympa? alors ça c'est une très bonne question et en fait on a fait les statistiques parce que moi je suis un peu un dingue de la mesure parce que ce qui s'améliore pas s'améliore pas et en fait entre les événements payants et les événements gratuits, les événements gratuits on a à peu près 30% de shows et 70% de no-shows. Donc 70% de nos shows. Ah ouais. Les gens qui ne viennent pas, qui prennent la place mais qui ne viennent pas. Et quand c'est payant, c'est plutôt 80-20. C'est-à-dire que c'est 80% de gens qui viennent et que 20% de nos shows. Et on a plus de monde aux événements payants qu'aux événements gratuits. Ouais, donc tu vois, la Donc, démarche la qualité et la quantité exactement augmentent. pareil même. Contrairement au gratuit. Donc c'est effectivement. Puis la valeur perçue, tu te dis en fait, Ouais. Steven, s'ils se permettent entre guillemets d'aller facturer un prix, ça veut dire que c'est sûrement plus intéressant que si c'était un événement gratuit, quoi. Bah oui. C'est un peu le raisonnement quand même que. Et là-dedans. surtout que ce qui est très bizarre, c'est que la billetterie n'est pas du coup ne fait pas partie du business model. C'est-à-dire que c'est j'imagine juste, bien, c'est juste psychologique, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme un match de foot ou comme un concert de Taylor Swift, tu vois. C'est-à-dire que ton billet c'est le reflet du prix de la prestation de l'artiste ou du match de foot que tu vas voir par rapport à ta place. Là, c'est juste en fait, tu dis ok, je fais un événement, ma cible, elle est capable de mettre combien dans l'événement pour qu'elle se rende compte que ça a de la valeur. C'est-à-dire que si par exemple tu dis je vise une cible, je sais pas moi, de millionnaire, et que tu mets un billet à 100 euros et ça va pas les attirer. Mais tu peux mettre le même truc, le même événement avec les mêmes moyens, le billet tu le mets à 10 000 euros, ils vont commencer à se dire ok, c'est intéressant. Ouais. Mais ça ne change rien sur la prestation. Non, mais c'est fou l'idée de côté de valeur perçue et valeur réelle, la différence finalement cognitive dans la tête des personnes, et on a tous ce biais-là. Tous, ouais. Donc c'est. Et il y avait une anecdote aussi, je voulais revenir sur le timing. Tu disais par rapport à l'exemple du café. Ouais. Donc effectivement, plus j'attends de le boire, moins il est chaud et moins j'ai envie de prendre mon café. C'est pareil avec les leads, c'est-à-dire que plus tu attends avant de revenir vers un lead, moins tu as chance
qui rentrent un petit peu dans ton tunnel d'acquisition. Et c'est un peu pareil avec les relations sociales. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je fais beaucoup d'événements, je rencontre beaucoup de personnes, et j'ai un peu tendance à être le flemmard, c'est le lendemain après lendemain de pas traiter tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai pris leur numéro, etc. Et puis j'arrive à un moment, je me dis ok, c'est des gens, ça fait 2 ans. Qui sont dans mon agenda, qui sont dans mon WhatsApp, et j'ai pas encore enregistré le numéro, répondu à leurs messages. Et en fait, tu dis je vais faire un peu le le last in, first out. C'est-à-dire en gros, le dernier qui est rentré dans le tunnel, c'est comme les systèmes de Kanban japonais, c'est-à-dire que le dernier de la liste, tu vas le traiter en premier parce que c'est le plus ancien. Sauf qu'en fait, ça marche pas. Parce que le gars, tu l'as pas vu depuis 2 ans, il te souvient même plus de toi, c'est même plus à quelle soirée tu l'as rencontré. Tu dis voilà, salut, j'ai pris ton numéro, tiens, on s'était vu il y a 2 ans, je sais plus à quelle soirée. Franchement, 9 fois sur 10, les gens, ils répondent pas. Alors que si tu fais le last in, last out, donc en gros, le dernier arrivé, le premier sorti, en fait, tu as rencontré quelqu'un hier soir et tout de suite, tu lui envoies un message le lendemain, il te répond direct. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, il faut traiter au fur et à mesure, au fil de l'eau. Et pas attendre, dire, quand j'en aurai X, je ferai tout en bloc. Ouais, puis on peut se dire aussi, et ça, c'est un peu l'erreur du truc, c'est de dire, de toute façon, j'ai le contact de cette personne, ou j'ai ce contact de ce lead-là, je l'ai, donc de toute façon, que je l'appelle maintenant ou plus tard, j'ai le contact. Ouais. Grave erreur. Parce qu'en fait, ce lead-là, encore une fois, l'exemple du café, il est intéressant dans une certaine temporalité de temps. Et ce même lead-là, si je le rappelle dans un an, dans l'exemple de ce que tu dis, c'est pas... Mais ça nous est même arrivé à nous tous. Par exemple, t'es sur sur Internet, là, t'es intéressé par un service. Tu mets ton numéro de téléphone ou ton email. T'es disposé, t'es dans ta bulle, et si t'as tout de suite l'appel, tu le prends. Si la personne m'appelle pas et qu'elle me rappelle le lendemain, je suis peut-être avec les enfants, je suis peut-être dans les transports, je suis peut-être en réunion, je suis pas disponible, ça y est, t'as perdu le créneau, tu m'auras jamais. C'est pour ça qu'on revient à cette histoire de minutes. Ouais. C'est qu'en fait, quand t'es sur l'ordi en train de faire ta demande, logiquement, t'es dispo. Tu vois, tu fais une demande pour un SaaS sur ton ordi, il est 20h40, j'en sais rien, ou il est 16h40. Typiquement, il est 16h40. C'est que t'es sur ce sujet-là à ce moment-là. Et à 18h40, tu seras peut-être en train de chercher les gosses, quoi. Donc, il y a une côté d'intention, il y a aussi une côté de disponibilité. C'est ça. Quand j'ai un lead qui arrive dans mon business, c'est qu'il y a une action humaine en face. Et donc, la probabilité que la personne soit disponible et qu'elle réponde au téléphone, 4-5 fois supérieure. C'est pour ça que souvent, aux grandes heures de Google, au début, quand il y avait les moteurs de recherche, on disait tout le temps, effectivement, si tu as un business où le client a besoin de réfléchir, d'étudier, de comparer, mets-toi sur le search Google. Parce que le search Google, les gens sont sur des PC, ils sont posés. Il n'y avait pas encore les téléphones où tu pouvais browser facilement. Ils devaient se poser sur un PC. Ils arrivaient sur leur barre de recherche. Ils faisaient des comparaisons. Et ils avaient un temps de cerveau disponible. Et du coup, si le produit était un petit peu complexe à comprendre, ils allaient plus facilement, entre guillemets, être closés parce qu'ils étaient sur un environnement, entre guillemets, où ils pouvaient prendre le temps de réfléchir. Alors que maintenant, sur ton téléphone, tu es abreuvé de notifications. Et je sais pas si vous avez remarqué dans vos business, mais c'est extrêmement difficile, maintenant que tout le monde a des smartphones, de générer des leads parce qu'en fait, les messages se perdent parmi tous les WhatsApp, tous les LinkedIn, les notifications, les pop-up, les machins. Et donc, d'avoir le bon setup et le bon environnement. Et c'est là où d'ailleurs, petit aparté, c'est tombé un peu en désuétude avec le Covid, mais ça revient, l'événementiel a un grosse part à jouer parce que, en fait, tu mets physiquement les gens dans un endroit où toute leur attention est concentrée 10 fois plus de temps que ce que tu aurais sur un téléphone ou un PC. Ah ouais, de toute façon, c'est la guerre de l'attention. On revient, de toute façon, toi, c'était l'exemple parfait. Je sais que tu vas beaucoup sur ces événements-là. On en parlait tout à l'heure. Tu disais que les événements en ligne, maintenant que tu as goûté au présentiel, ça t'intéresse plus, etc. On revient, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on est tous partis sur le digital avec Covid, etc. Là, tu reviens un peu à ce truc-là parce qu'il y a une sursollicitation. Et d'ailleurs, moi, je crois beaucoup bon, c'est un peu une aparté, mais à la croisée du digital et au physique. Tu vois, par exemple, typiquement de générer des leads pour des événements physiques. Ou par exemple, c'est ça, nous on a des clients aussi dans l'habitat, notamment dans le secteur de la cuisine, tu vois, où on génère des leads de gens qui après vont être appelés pour venir en magasin physique, tu vois. Et c'est trop intéressant parce que typiquement dans cet exemple-là, en fait, tu arrives à capter la personne quand elle fait une recherche, mais au moment de la conversion, tu la ramènes sur ton lieu de vente physique où là vraiment tu vas pouvoir avoir une attention 100% avec lui. Donc travailler sur du suivi tracking physique aussi, c'est assez sympa parce qu'il faut que la personne après en boutique elle puisse réidentifier la personne dans son truc d'éléments de vente avec le numéro de téléphone et email et tu sais, ok, je l'ai capté sur internet, elle est passée par telle interaction, elle est venue en boutique. Et là, tu peux capter aussi qu'est-ce qu'elle a fait en boutique, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, plus t'as d'informations là-dessus. Je suis d'accord, c'est assez fun, ça. Ça me rappelle une anecdote. En fait, on avait lancé il y a 2 ans des concepts de soirée qui s'appelaient les pitch et networking en disant, tiens, on veut créer un business model vertueux qui sert à la fois aux startups, qui sert à la fois aux personnes qui cherchent des produits de startups
et qui cherchent à des personnes qui veulent sponsoriser des événements. Et en fait, tout bêtement, on mettait des gens sur des concours de pitch. Donc, on avait 5 startups qui pitchaient chacun leurs produits. Des produits qui étaient vraiment orientés B2E, donc B2 entrepreneur. Et en fait, derrière, c'est le parfaite alliance du digital et du physique, parce que les gens étaient physiquement dans les salles à écouter les pitchs de ce que les startups vendaient. C'était pas des levées de fonds, c'était vraiment, voilà, je fais ce produit-là, et je vous explique ma petite histoire, pourquoi ce produit il est exceptionnel. Et derrière, si les gens étaient intéressés par la boîte et voulaient aller plus loin, ils avaient un QR code et ils scannaient, et ils rentraient dans le tunnel de vente de la startup. Et du coup, en fait, l'émotion du physique allouée à la puissance du digital, etc., faisait que derrière, les gens étaient émotionnellement liés avec la boîte, et 2, on pouvait mesurer concrètement, comme sur Facebook, comme sur LinkedIn, combien de personnes dans la salle ont pris le tunnel de vente et sont devenus des clients de la boîte. En fait, c'est du téléachat Exactement. moderne, quoi. Exactement. Mais en physique, c'est l'exemple marrant, parfait quoi. de l'union des deux, quoi. Ouais. C'est ça qui est... Tout à fait, ouais. Alors que si tu le faisais comme ça, tu dis à une startup, tiens, va générer 50 leads ultra qualifiés auprès d'entrepreneurs avec qui tu vas vendre sur Internet, et là, tu leur mets 200 personnes devant eux, avec un discours émotionnel, ils adorent. Ouais, complètement. Bien sûr. Et nous, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. On avait analysé aussi des stats pour un client qui faisait de la formation entre les statistiques qu'il avait sur des ventes en webinaire et en vente présentielle. Et en fait, il faisait autant de chiffre d'affaires avec une salle de 50 personnes en présentiel que ce qu'il faisait avec 1000 personnes en digital, quoi. Ah ouais. Donc, tu vois, ça revient à ça. C'est qu'en fait, l'attention de la personne, émotionnellement, le taux de conversion en physique, il est super puissant. Et moi, je crois beaucoup d'ailleurs à ça sur l'avenir, les prochaines années, tu vois, de comment en fait tes leads, tu peux les, au moins sur la partie vente, une fois que tu les as captés sur Internet, tu peux les ramener en physique, quoi. Parce que c'est là-dessus que tu cartonnes. Et l'observation aussi, ce qui est super important, c'est que quand tu fais du physique, c'est observer le comportement des gens. Ça me rappelle aussi une anecdote. Alors, j'ai beaucoup d'anecdotes, mais j'aime bien raconter parce que ça permet effectivement de bien situer de quoi on parle. Une des premières boîtes que j'avais lancées, c'était une boîte dans la bière. Donc brasserie de bière. Et en fait, c'est très marrant, c'est qu'en France, les gens ne sont pas du tout habitués à boire de la bière. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'endroit physique où tu peux expérimenter ce que c'est que la bière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu commences à avoir des bars, entre guillemets, avec des bières un peu artisanales, mais à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Et donc, les gens ne veillent physiquement ce qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils avaient des bars à vin. Et pourquoi un bar à vin ? Parce que tu prends une bouteille de vin, tu ouvres la bouteille, et en fait, tu peux la faire goûter toute la journée, elle ne s'oxyde pas. Il y a tellement d'alcool dans le vin qu'il reste bon toute la journée. Donc, il y a des bars à vin parce que c'était physiquement possible de prendre des bouteilles et de ne pas les foutre à la poubelle quand quelqu'un boit derrière. Alors que la bière, c'est pas possible. Quand tu ouvres une bière, au bout de 5 secondes, elle est oxydée, elle est plus buvable. Donc, il n'y avait pas d'endroit physiquement pour goûter des bières. Et donc, forcément, quand j'ai lancé ce business de bière, je me suis affronté en fait à une espèce de marché qui était éduqué au vin parce qu'il n'y avait pas de lieu physique pour éduquer les clients qui puissent expérimenter physiquement ça. D'accord. Et tu peux pas le faire en pression ? Non, alors oui, maintenant ça existe en pression, mais c'est une installation complètement Ouais, incroyable. Alors, il faut que tu aies une quinzaine de becs, etc. Ah parce ouais, que c'est c'est beaucoup plus cher. Alors que la bouteille de vin, tu l'as dans un frigo, tu l'ouvres, voilà. Et du coup, tu veux trouver ce qu'on appelle des contournements, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, comme tu peux pas dépendre du côté physique et du goût, tu te fixes sur un autre sens qui est la vue. En fait, ce qui reste aux gens, c'est la vue. Et donc, ce que je faisais, c'est que je travaillais à fond les étiquettes. Et quand les étiquettes, ils avaient une perception qui était positive auprès des gens, tu crées la bière derrière. Donc, tu es obligé de trouver des stratégies de contournement pour justement... Bien sûr. Ça, quoi. Bien sûr, ouais. Trop intéressant. Tu captes, ça revient à ce que tu disais au départ, hein, tu captes par la créa, quoi, en fait. Ah oui, c'est ça. Tu cibles par la créa et après... En fait, tu dois capter par le sens qui va faire que ton client va connecter avec toi. Si c'est le physique, si c'est le goût, si c'est... par exemple, dans les... vous savez que l'émotion humaine la plus forte qui reste dans le cerveau, c'est l'odorat. C'est-à-dire que l'odorat, on se souvient tous des odeurs qu'on avait quand on était petit. Et en fait, d'avoir des restaurants qui font des recettes un peu d'antan, etc., ça joue un petit peu sur ton cerveau en disant « Ok, tiens, ça me rappelle mon enfance et c'est un sentiment émotionnel extrêmement puissant. » Plus que la vue, plus que... c'est intéressant, ouais. Donc, il y a des business à faire sur l'odorat, tu vois. Vivement je sais pas comment ça pourrait s'appeler, pas des capteurs, mais des diffuseurs d'odorat sur les téléphones. Ça commence un peu Quand dans tu le vois une cinéma. pub, C'est ça, t'as la bonne odeur. Pour les extrêmement. pubs de parfum et de luxe, ça serait pas mal, là, pour le coup, en auto. Ouais. Si tu arrives à capter l'odorat, une odeur que quelqu'un a dans Ça, c'est son... pas fait, ça, sa encore. banque d'odeurs depuis très longtemps, c'est extrêmement puissant. Ouais. Oui, parce que ça appelle à des souvenirs, en fait. Mm. À côté Madeleine de Proust, souvenirs, je Ouais. pense qu'il y a un lien qui se fait assez vite. Alors, on va conclure ce live talk. En tout cas, merci à tous les deux
Merci pour ton d'avoir invitation. témoigné de tout ça. C'était vraiment une discussion. On n'a pas envie de s'arrêter. Hein. On a continué. Après, c'est vrai qu'on a bien balayé la partie lead generation. Il y a des composantes intéressantes. Tu as parlé effectivement de coûts d'acquisition, on a parlé de timing, on a parlé de stratégie, de persona. Il y a aussi la création de contenu. D'ailleurs, à ce propos, le 17 décembre, pour ceux qui sont intéressés, on a une soirée lead generation au Palais Brognard le mardi soir. Voilà, on va parler de lead generation, pardon, personal branding, excusez-moi, qui est une composante du coup de la lead generation parce que le personal branding permet effectivement de créer du contenu qui va attirer des clients via l'outbound. Est-ce que Emmanuel et Vincent, vous auriez une phrase, un mot que vous retenez de cette discussion qui vous a fait réfléchir et qui va vous faire réfléchir dans les prochaines semaines? Lancer un business dans l'odorat avec le marketing. Ça m'a ça me fait travailler. Non, bah moi ce que je retiens c'est qu'en fait il y a pas de, c'est un peu horrible de conclure comme ça, mais il y a pas de règle en fait, il y a pas de recette. Ouais. Il faut vraiment réfléchir avec tout ce qu'on a dit, toutes ces composantes. Hein. Moi je retiens contournement, tout ce que tu as dit aussi sur l'aspect créa, l'aspect stratégie, l'aspect tracking, etc. De se poser ces questions de comment moi, bah voilà, qui vois cette vidéo dans mon business, bah ça fait sens. Puisqu'en fait, chaque business est unique. Et comment moi, c'est quoi ma stratégie de contournement? C'est quoi pour moi un lead qualifié? C'est quoi pour moi justement le réseau social le plus impactant? Ou c'est quoi pour moi la façon de rentrer en contact avec mon lead le plus rapidement possible? Et ça, c'est des questions qu'on peut pas se poser entre guillemets à la place de chaque entrepreneur. Mais par contre, ça donne plein de, en tout cas, les bonnes questions à se poser pour moi. Et si j'avais un truc à rajouter, ce serait de se dire que lead generation, c'est vraiment le truc à faire. Avant de faire même un site web. Moi, j'ai un client qui fait énormément d'argent, qui nous achète des dizaines de milliers d'euros de leads par mois et qui a pas de site internet, tu vois. C'est incroyable, tu vois. On se dit, mais incroyable, il a pas de site internet et il vend très bien, il a pas de logo, il a pas de site internet. Donc, des fois, on a tendance aussi un peu, et je pense que je finirai là-dessus, à prioriser d'une manière un peu comme ce qu'on a vu sur internet, dire qu'il faut créer sa boîte, créer un nom, créer un logo, etc. Non, il faut déjà avoir du client et pour avoir du client, il faut du lead. Donc, prioriser le sujet lead generation, peu importe le stade d'avancée de votre business, quoi. C'est le sang du business. Ouais, c'est le sang. Voilà, ça coule dans vos veines. Exactement. Vincent? Alors moi je dirais à peu près la même chose, c'est vraiment le côté personnalisation et avec l'IA d'autant plus. Pour moi le futur de l'acquisition et du lead, c'est de personnaliser au maximum. C'est presque une manière d'aborder chaque personne différemment et de plus en plus on va être dans une logique de dialogue avec l'IA, avec la personnalisation et c'est pour moi complètement le futur qui quand je parle de personnalisation, c'est personnalisation par rapport aux marques, par rapport au branding, par rapport à ce que l'on veut faire, mais aussi personnalisation, le message en fonction du client, de qui il est et de son degré de maturité. Et si je devais finir, je pense que c'est ça l'avenir de la pub, quoi. C'est vraiment et de l'acquisition, je voulais dire en général, c'est vraiment ce côté micro détail pour chacun, quoi. D'accord. Moi, j'ai bien aimé l'histoire du café. Donc, même si on est le soir et qu'on ne prend pas de café, en tout cas, c'est une bonne image. C'est une bonne métaphore de ne pas laisser traîner ses leads sous le tapis. Et ce que je retiens de cette discussion, bah, c'est surtout en fait le plaisir d'échanger avec vous deux, parce que c'est vrai que d'avoir une discussion de haut niveau comme ça, tout en restant accessible et en ayant des secteurs complètement différents tous les trois, bah, c'est extrêmement riche. Et en tout cas, c'est quelque chose que on reproduira à l'avenir. Donc, soyez en tout cas à l'écoute du prochain Live Talk. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants, nous sommes le CEO Club et donc nous rassemblons des dirigeants, des entrepreneurs et des experts métiers de haut niveau au sein de Club Business. Donc vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien en dessous de la petite vidéo. Voilà, allez, très bonne soirée. Merci Augustin. On se retrouve, de toute façon, on a notre dîner privé juste après, nous, on se retrouve dans parce que nous on continue. Voilà. Exactement. Tous les trois. On vous laisse. Très bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Merci. Putain, ciao. Voilà. Top. Super.